Fait que, discussion avec Boris Bédé, euh, botteur de ballon. J'allais dire quelqu'un, mais botteur de ballon. Nouvellement botteur de ballon pour les Argonauts de Toronto. De quoi qu'on a parlé? On a parlé de son background. C'est un Français de France. Mm. Mais il est arrivé en Amérique, chez nos voisins du Sud en premier. Il est arrivé, il a commencé à, il est allé rejoindre son père, en fait, aux États-Unis. Son père qui habite aux États-Unis. Il a fait son école secondaire là. Ensuite, il a commencé à jouer au football aussi à l'école secondaire qu'il a faite aux États-Unis. On a parlé de ça, on a parlé de sa transition vers l'université, au niveau universitaire, au niveau NCAA. On a parlé aussi du fait que après une année ou une session, je ne sais plus exactement, vous verrez dans la conversation, il est retourné en France avant de revenir en Amérique pour s'installer à Québec pour jouer pour l'Université Laval. Donc, on a parlé de son passage à l'Université Laval aussi. On a parlé aussi de son upbringing dans la CFL. On n'a pas beaucoup parlé de son équipe actuelle, les Argonauts de Toronto, parce qu'il n'y a pas vraiment eu d'activité Ouais, c'est ça. avec, mais on a parlé de son passage avec les Alouettes. Qu'est-ce que tu rajouterais sinon, Pierre? On a parlé aussi de la réalité. C'est la première fois qu'on recevait un botteur aussi. Là. C'est quand même, il y en a pas beaucoup, là, des botteurs, en plus des botteurs francophones québécois. On va pas dire, techniquement, il n'est pas québécois parce que Mhm. il n'a pas été, il joue dans la Ligue canadienne, mais il compte comme un joueur américain. Là. Mais non, la réalité de Botteur est quand même assez particulière. Là. Puis surtout, moi, qu'est-ce que je retenais, il explique que lui, dans la vie, il voulait être footballeur professionnel quand il était jeune. Exact, Et lui, dans sa tête, c'était un joueur de soccer, tu sais. Mais exact. finalement, les étoiles se sont alignées pour qu'il devienne footballeur, football américain Professionnel. professionnel. Ce qui est quand même Still. intéressant. Je pense qu'on peut commencer l'épisode comme ça. Yes. On fait ça comme ça, les amis. Pour nous encourager, le meilleur moyen, c'est de suivre notre page YouTube. Allez nous donner un petit follow. Ça prend une seconde. Vous avez le lien si vous écoutez en audio pour la vidéo dans la description de cette vidéo-ci. Sinon, si vous écoutez en vidéo, mais que vous voulez quand même vaquer à des occupations pendant que vous écoutez notre podcast, vous pouvez l'écouter en audio. Le lien se trouve dans la description. Aussi, donnez-nous vos commentaires sur ce que vous pensez de ce qu'on fait, vos suggestions aussi. Ce serait très apprécié sur ce qu'on a déjà fait, sur les épisodes futurs. Puis ça faisait un bout que j'avais fait ce speech-là, mais je pense que c'est pas mal ça, Pierre. C'est pas mal ça. Présentement, peut-être juste une mise en contexte aussi parce qu'on enregistre des épisodes d'avance en prévision d'une potentielle saison qu'on va coacher nous aussi. Donc, en ce moment, on est au début du mois d'août, le 8 août exactement. De toute façon, on le mentionne dans la conversation. Fait que peut-être en ce moment, il y a une saison, peut-être qu'il n'y en a pas, mais au moment qu'on se parlait, vous allez le voir aussi dans la conversation, on ne pense pas qu'il va y avoir de saison, à tout le moins pour Boris. C'est ça. Exact. Et on parle au futur, j'adore ça. Incroyable. Yes. Yes. Bon podcast, tout le monde! Mon podcast. On commence. C'est pas le premier joueur à qui on parle. Mhm. On aime avec les joueurs demander en commençant un peu de d'où tu viens, où tu as grandi. Euh, Parfait. Vous savez que vous avez un décalage ou c'est juste moi? J'ai l'impression que quand je vous vois parler, la voix elle est décalée par rapport à l'image. Est-ce que c'est normal? moi, t'es parfait, parfait. Moi aussi, t'es parfait. Euh, Je je, pense que c'est juste je toi. sais pas je sais pas si toi, tu as un décalage, mais moi, t'es parfait, parfait. Ok, bon, ben, c'est bon. Moi, je te vois, Pierre, je te vois en décalé quand tu parlais, puis tout à l'heure aussi, Olivier, il me semble que je te voyais en décalé, mais c'est en good. Si jamais vous me voyez bien, pas de Mais problème. toi, même comparativement à d'autres personnes à qui on a fait sur Zoom, t'es all clear, puis on t'entend vraiment bien. Ouais, belle fibre, mon gars. Belle fibre, ça veut dire que ça marche juste dans un sens, mais là, ouais. Ouais, mais c'est bon, tant mieux si ça passe, ça passe. Ouais. Donc, du coup, tu OK. veux savoir un petit background, c'est Ouais, ça? ben, je leur dis, on va commencer de là. Fait que, avec Ok. un joueur, avec les joueurs, on aime demander d'où tu viens, où tu as grandi, puis ultimement, comment tu as commencé, dans ton cas, peut-être à faire du sport avant même de faire du football américain. Donc, moi, c'est Boris Bédé. Je suis né en France, Toulon.
dans le sud de la France, au bord de la mer. Mon père est de Côte d'Ivoire, ma mère est française. Ils m'ont eu dans les années 80. Ça y est, j'ai 30 ans, donc c'est pas mal. Comment j'ai grandi? Ben, j'ai grandi à Toulon. En France, tu démarres pas mal avec un ballon de foot. Tout le monde est au courant que le soccer, c'est ballon de foot qui est le soccer. Euh, Tout le monde joue au soccer comme les Québécois et les Canadiens jouent au hockey. C'est pas mal le premier sport dans lequel tu startes. Donc, je commençais à jouer au soccer. Mon père était professionnel. C'est comme ça qu'il a rencontré ma mère. Il jouait pour le centre de formation à l'époque. Il est parti jeune. Et il est parti de Côte d'Ivoire, il est venu en France et il a commencé très jeune en France. Il a fini d'être dans l'équipe 1, donc il a joué en Ligue 1 avec Toulon, à l'époque qui était en Division 1. Et il a joué pour l'équipe nationale. Donc en fait, le soccer est pas mal dans mes veines. Mon grand-père était professionnel aussi en Côte d'Ivoire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé, j'ai démarré avec le soccer. J'ai toujours apprécié le soccer, ça a toujours été mon premier sport. Tu mets un ballon de soccer n'importe où, c'est sûr que je vais rembarquer. Je fais une game soccer avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. S'il y a des œuvres de charité avec du soccer, je suis toujours là. C'est mon premier amour. Et le football est arrivé un petit peu plus tard, mais j'ai commencé avec le soccer. À 15 ans, j'ai quitté la France pour aller aux États-Unis, rejoindre mon père. Mes parents sont séparés quand j'étais tout petit. Et j'ai rejoint les États-Unis. Je suis allé à Boston, dans le Massachusetts. C'est pour ça que je suis un gros fan des Patriots, des Bruins, des Celtics. Je sais qu'il y en a plein qui vont être en colère, mais si jamais vous me connaissez, vous savez que je suis un très, très fier supporter des équipes de Boston. Et on me dit toujours, ouais, mais c'est pas normal, c'est les meilleures équipes. Je dis, ben, vous savez, quand tu vis 5 ans aux États-Unis et que sur les 5 ans, tu as le temps d'aller voir toutes les parades de tous les sports de Boston, tu peux comprendre que le vibe, il est insane. Puis c'est là que c'est parti. Donc, tu sais, j'avais pas une grosse connaissance, on va dire, des sports américains, que ce soit le football américain, le basket. Je suivais un petit peu le soccer, mais bon, dans la MLS, à cette époque-là, on parle des années 2005, c'était pas énorme non plus. Donc, du coup, quand je suis arrivé à Boston, j'ai commencé à prendre plaisir avec les sports nord-américains. Ma première année que je suis arrivé au lycée aux États-Unis, je parlais pas très bien l'anglais, donc je réfléchissais un peu à une façon d'être capable d'agrandir. Tu sais, t'es nouveau dans un nouveau pays, il y a de nouvelles cultures. C'est pas aussi facile que ce qu'on pense, surtout avec une nouvelle langue qui est déjà la première barrière. Donc, je pensais, puis tu sais, je jouais au soccer à cette époque-là. Puis, dans mon école, il y avait beaucoup de Américains du Sud. Une très, très grosse population quand même dans ma ville de Sud-Américains. Et du coup, bon, ben, tu sais, on parlait, mais eux, mettons les Brésiliens parlaient tous portugais, tous les, on va dire, tous ceux qui parlaient espagnol, ils se parlaient en espagnol. Après, il y avait les Américains, mais il n'y avait pas de français. Donc moi, j'étais tout seul. Puis tu sais, c'est dur quand même parce que tout le monde parle sa langue natale entre eux. Puis toi, tu veux venir pour apprendre une autre langue, donc c'était dur. Mais tu sais, c'est quand même le soccer, c'est quand même un sport que tu aimes et tu le joues. Mais une chose que je voyais dans les émissions américaines à l'époque, quand j'étais en France, c'était le gros varsity jacket avec le gros joueur de foot, puis ses 90 collègues. Tu sais, c'est le gros stéréotype, mais tu sais, t'arrives de France, puis tu sais, toi, tu vois, l'Américain, pour toi, c'est ça. Un Américain, c'est un gars avec un gros varsity jacket. Fait que je commençais à les voir dans les couloirs, puis je trouve ça quand même cool par rapport aux joueurs de soccer qui sont quand même un petit peu plus petits, moins build, puis tout. Fait que je les voyais passer, puis tu sais, ils étaient beaucoup, puis c'était cool. Donc, moi, je continuais à jouer au soccer à cette époque-là. Puis, un jour, en fait, dans un des cours de phys ed qu'on avait, le thème, c'était le football américain. Donc, moi, si vous me connaissez bien, vous savez que moi, habituellement, quand il y a des choses à ne pas faire, je vais les faire. Puis, c'est dans le truc comme ça, je sais pas, c'est de ma nature. Ouais, c'est ça. Et dans le fond, ben, il y avait ce ballon de football, puis qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris le ballon, puis j'ai juste commencé à le botter de partout dans le gym. Fait que c'était pas si pire que ça. Puis il y a un gars qui arrive qui me dit, hey, attends, check, essaye de faire ça comme ça pour voir si t'es capable de le faire et tout. Fait il me prend le ballon, il me le pose, puis il me dit, tu vois, là, il y a comme 2 rideaux, puis il y a une bande au milieu, essaie de botter la balle entre les deux. Je suis comme, sérieux, c'est facile. Fait que je commence à botter 1 fois, 2 fois, 3 fois, et comme, ok, c'est nice, essaie de faire comme un dégagement avec le ballon. Dégage la balle dans le rideau. Et tout. Ah, c'est vraiment nice. Il me dit, tu sais, il y a des try-outs pour l'équipe de football, puis à cette époque-là, le gars, il s'appelait David Blue. Notre botteur, il y a eu un AVC.
Fait que, dans le fond, il était out pour toute l'année. Ouais, c'était quand même assez intense, mais tu sais, il s'en est ressorti sans séquelles, puis il était bien correct l'année d'après. Mais il me disait, tu devrais essayer, on n'a pas de voteur en ce moment, puis tu sais, ça serait nice d'avoir un voteur. Puis j'étais comme, OK. Puis je me suis pointé au try-out, puis moi, dans ma tête, j'étais comme, oh, yo, ça se pourrait être cool, je pourrais avoir mon varsity jacket, puis tout. Puis encore une fois, tu sais, c'est quelque chose que tu peux essayer, fait que c'était nice. Fait dans le fond, je vais au try-out, ça se passe bien. Je me fais accueillir comme il faut. Puis là, tu sais, d'un coup, tu passes d'une 10, quinzaine d'amis, on va dire, de connaissances, on va dire, dans ton réseau à 90 gars. Ouais, c'est ça. Donc, d'un coup, ton réseau, il ouvre, puis Ouais. c'est fou, là. Puis tu sais que l'équipe de football, souvent, c'est les gars populaires. C'est con à dire, hein, mais à 15 ans, c'est quand même assez important d'être capable d'être cool, de faire connaissance du monde. Tu sais, autant j'aurais été en France, ça aurait été facile parce que je parle la langue, puis tu peux aller parler avec du monde, faire la connaissance, c'est facile. Mais quand tu arrives dans un pays où est-ce que la langue est un peu plus difficile parce que tu ne la connais pas, il faut que tu arrives à trouver une façon de passer par-dessus pour pouvoir développer et faire la connaissance d'autres personnes rapidement. Puis c'est comme ça que ça s'est fait. Donc, mon junior year, donc en 2016, excuse-moi, 2006, et ouais. Non, c'est ça, exact. En 2006, j'embarque dans l'équipe de Varsity, en fait. Puis là, il me faisait jouer aussi dans la deuxième équipe, receiver, safety, DN. Puis j'étais comme, yo, ça, c'est pas pour moi, là. Comme vous m'envoyez dans les tranchées, ça me tente pas. Genre, attraper des balles, se faire frapper, puis tout, c'est bon, c'est bon. Moi, je sais que taper dans le ballon, je peux le faire sans problème, puis c'est ça que je veux faire. Donc, ma deuxième année avec l'équipe de football, genre, j'étais au top, ça se passait très bien. Puis il y a un de mes entraîneurs qui est venu me voir, il me dit, Boris, tu sais, ça se passe quand même très bien. Il faut que tu commences à penser, c'est ton avant-dernière année avant d'être ton senior year. Il dit, tu devrais commencer à penser à genre une université, puis possiblement payer pour ton école. Fait que, il m'envoie cette idée comme ça, puis tu sais, dans ma tête, pour moi, ça n'avait pas tant cliqué que ça. J'étais comme, OK, cool. Fait que je rentre à la maison, puis je me dis, tu sais, je vais regarder les prix d'une école pour aller à l'université aux États-Unis, considérant qu'en France, l'école est gratuite à l'université. Fait que je regarde les prix, puis là, je commence à voir ma demi-sœur qui était la fille de mon père avec qui il s'est remarié. Elle est partie à Syracuse. Je me dis, je vais checker le prix de Syracuse, puis tout. Puis, tu sais, l'année, c'est genre 60 000 d'Américains. Puis, j'étais comme, OK, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas vraiment, c'était cher, là. Fait que j'étais comme, alright. Moi, la semaine d'après, je reviens, je vais voir mon coach, puis je dis, c'est cher à l'école et tout. Il me dit, tu sais, tu es capable de taper dans le ballon comme il faut, tu le fais très bien, on peut payer pour ton école. Puis peut-être qu'un jour, ça pourra payer pour tes factures. Ça fait que j'étais comme, oh, OK, là, c'est pas pareil, par contre. Donc, en fait, j'ai passé tout cet hiver et tout cet été à me préparer pour arriver à ma dernière année. Tout s'était très bien passé. Puis, c'était très cool. Puis, tu sais, aux États-Unis, on sait faire 3 sports. Désolé. C'est la baignoire de mon futur fils qui vient de tomber. Désolé. Ça arrive. Fait que, on est obligé de faire 3 sports. En fait, le football nous forçait à faire 2 autres sports pendant leur saison. Donc, dans le fond, moi, je faisais du track, de la course, je faisais du 400 mètres et je faisais du volleyball. C'était comme mes 2 sports principaux, malgré que j'avais essayé la crosse. Puis j'avais fait du ultimate frisbee, mais comme compétitif, puis c'est quand même très nice. Faut pas undermine le ultimate frisbee, c'est quand même très nice. Fait que je faisais mes 3 sports, j'avais mes pins, fait que pour moi, c'est comme au niveau high school, pour moi, comme j'avais complété, genre j'avais mon jacket, j'avais des pins pour chaque année. I was the man, c'était nice. J'avais appris l'anglais comme il fallait. Je regardais en masse la télé. La télé aussi, ça apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup pour pick up une langue. La télévision m'a beaucoup aidé. Donc, j'ai fait ça. Puis, j'arrive mon senior year. On commence la saison. Puis, tu sais, là, les recruteurs commencent à arriver. Puis, ils commencent à dire, OK, voilà, nous, on est intéressés. Pam, 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 pam. Puis, tu sais, notre école n'était pas tant réputée, on va dire, pour faire sortir des gros joueurs à l'université. Donc, c'était beaucoup de troisième division, des écoles de troisième division qui arrivent. Puis, dans les NCAA, t'as pas vraiment comment ça s'appelle? Les scholarships. Fait qu'ils te font venir à l'école, mais ils ne paient pas pour ton école. Donc, tu peux avoir du academics, mais souvent, c'est genre partiel ou quoi que ce soit. Donc, moi, j'étais à la recherche du Division 1. Je voulais un full ride, puis, tu sais, je voulais pas que mes parents y aient à payer quoi que ce soit là. Donc,
j'attendais. Il y a eu des équipes de Division 2 qui sont venues sans trop d'intérêt. Fait que, dans le fond, j'étais comme, alright, peut-être que j'ai pas eu assez d'exposure, j'ai peut-être pas été assez bon. Et donc, du coup, je parlais avec mon père, puis j'étais comme, tu sais, peut-être que je vais aller en prep school, ajouter une autre année, avoir un maximum d'exposure, et peut-être que ça va mieux se passer. Donc, on a commencé à faire les applications, je commençais à m'inscrire, je devais aller dans un... Puis ça aussi, ça, c'est vrai que c'était intéressant. Quand je suis allé faire la visite, je devais aller dans un all-boys prep school. Fait dans le fond, tu t'en vas dans le Maine, puis c'est une école isolée dans le bois, puis c'est que des gars. Fait dans le fond, t'as école et foot, that's it. Le premier village, il a genre 40 minutes. La première, comme civilisation, on va dire, t'as 40 minutes. Puis genre, down the street, t'avais genre une station essence, une pharmacie, c'était comme... Il y avait comme 3 shops, puis that's it, là. Fait qu'il n'y a aucune interaction avec quoi que ce soit. Fait qu'on arrive, je fais ma visite, je suis comme, alright, ben, tu sais, si c'est ça qu'il faut que ça prenne pour que je puisse avoir un D1. Parce que là-bas, les gars, si tu joues au foot, t'étais bon, les gars, ils sortaient Division 1 full ride sans problème. Fait que je suis comme, si c'est ça qu'il faut que je fasse, il n'y a pas de problème, je le fais. Et en plus, ils étaient prêts à me donner aussi un scholarship. Fait que j'étais comme, alright, let's do it, pourquoi pas. Et donc, je me prépare, puis je me rappelle, c'est quasiment une semaine avant que je m'en aille, je commence à préparer mes valises, puis je reçois un appel. Puis je suis comme, alright, c'est quoi cette affaire? Je décroche, je vois marqué Ohio. Je suis comme, alright. Hello, hey, this is... Il me dit, bon, salut, c'est Coach Wokowski de l'Université de Tiffin. Je t'appelle pour te dire qu'on serait intéressé de te faire venir. Je viens de récupérer le programme de football. On est à la recherche d'un kicker à tout prix. T'as l'air cool, t'as l'air sympa. On serait vraiment intéressé à ce que tu viennes. Fait que j'étais comme, wow, OK. Puis là, je lui dis direct, tu sais, en ce moment, on a payé pas les inscriptions pour mon prep school. Comment est-ce que moi, je suis supposé m'y prendre? Il dit, t'inquiète, on va couvrir ces frais-là, puis on va couvrir tes frais genre d'école. Malgré que c'était Division 2 school. Puis j'étais comme, alright. Puis je parle à mon père, je tombe au pops, il est comme, si c'est ça que tu veux faire, let's go. On va conduire. Je me rappelle, on a fait quasiment... Donc, en gros, en une semaine, même pas, je passe de genre all boys prep school à comme université dans l'Ohio. J'étais comme, alright, why not, let's do it. Je suis parti, on a pris la route avec mon père, il m'a déposé, puis tu sais, je commence mon training camp, ça se passe très bien. Puis là, moi, j'ai toujours quelque chose qui se passe d'une façon ou d'une autre. Donc, j'arrive, c'est cool, je suis starting kicker, training camp se passe très bien. Et j'arrive juste avant la fin de semaine, juste avant notre première game. Et là, mon entraîneur m'appelle au bureau, puis il me dit, je viens de recevoir un appel de la NCAA disant que tu n'étais pas éligible pour pouvoir jouer cette saison. Je suis comme, comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis arrivé mon sophomore year, donc ma deuxième année au high school. Donc, en fait, eux, comment est-ce qu'ils ont pris ça? C'est qu'ils ont pris mes grades de mon sophomore year jusqu'à mon senior year, mais comme si que j'avais pas eu de freshman year, étant donné que j'étais en France. Fait que mon GPA, à l'époque, c'était comme, je pense que j'avais genre un 2.8 sur 4. Il me semble que c'était genre 2.8 sur 4. Mais étant donné que mon année de freshman n'était pas là, ils ont fait comme un failed year, comme si je n'avais pas été à l'école. Okay, ouais. Et mon GPA a drop à genre 1.9. Et pour être éligible à jouer à NCAA, il faut que tu aies une 2.0 ou c'est out, là. Donc, quand je me retrouve à genre, je peux pas jouer. Et j'ai pas pu jouer cette année-là, donc j'ai fait un redshirt, puis j'ai pas pu jouer. J'étais tellement déçu, c'était fou, là. Tu te prépares, t'es content, t'es hype. Bon, j'ai quand même pu vivre, genre, l'university years, côté, genre, tailgate, puis tout, c'était quand même fraîche, là. Je vais pas te mentir, c'était insane. Mais, tu sais, j'étais quand même assez déçu de pas pouvoir jouer cette année-là. Donc, je continue à me préparer, j'allais à l'école. Deuxième année arrive, puis là, tu sais, tout se passe bien, c'est cool. J'embarque, je joue. J'avais eu genre comme freshman honorable mention. Donc, en fait, il y avait eu un gars à ma position qui était en première année qui avait eu l'All-Star, puis j'avais été en dessous. Fait que ça promettait, c'était nice. J'étais comme, all right, let's go. On s'en va à la prochaine année. Là, encore une fois, j'arrive à mon training camp. Je reçois un appel. C'était pour des papiers. Il fallait que je rentre en France. Donc, du coup, je repars en France. Là, je quitte les États-Unis pour rentrer en France. Je rentre en France pendant 1 an. Cette année-là, en fait, tu sais, j'étais comme, alright, je savais pas trop quoi faire. C'était difficile, ma situation. J'avais eu des problèmes en plus. Donc, je me retrouve à juste dire, tu sais quoi, je vais me remettre au soccer. Fuck it, let's go. Je me remets au soccer en France. Puis, tu sais, j'ai 1 an à faire. Je suis comme, tu sais quoi, au pire, je repartirai après en 2011. Donc là, c'est 2010. Je dis en 2011, je redémarre le football si jamais j'ai une opportunité. Puis, j'étais comme, alright. Et je me remets au soccer. Je recommence à jouer au soccer. J'embarque dans un club où il y avait comme 3 équipes. Donc, troisième, deuxième, puis la main team, genre, t'es sous contrat, puis tout. Fait que j'étais comme, alright.
Moi, je n'étais pas tant sérieux cette année-là. Je sais pas, c'était l'année où, comme, tu arrives aux États-Unis où est-ce que tu n'as pas le droit de boire jusqu'à 21 ans. Puis moi, je rentre en France, puis j'ai genre 20 ans, là. 20 ans, 21 Non, ans, mais tu as le droit de boire à 18 ans. non, c'est ça, exact. Fait que le party, ça s'est donné pendant cette année-là. En 2010, c'était le party, puis c'était Ouais. le party comme il faut, là, tu sais. C'était nice, j'ai très apprécié, mais, tu sais, je travaillais, je jouais au soccer, puis c'était ça, là. Donc, je démarre avec la troisième équipe, puis, tu sais, on jouait très bien. On arrive au mois de décembre, puis là, le coach me dit, OK, tu sais, on voit les résultats, vous jouez très bien, puis le coach de la deuxième équipe veut te faire monter avec la deuxième équipe. J'étais comme, moi, avec la troisième équipe, j'étais cool, c'était nice parce que je faisais ce que je voulais. Je sortais le soir, je rentrais le matin, je jouais ma game. Puis, tu sais, tout allait bien, c'était cool. Là. Donc, je me dis, OK, là, ça va être plus sérieux. Tu joues avec la deuxième équipe, les enjeux sont plus importants et tout. J'étais comme, all right, let's go. Ça va avec la deuxième équipe. Et en fait, quand moi, j'ai quitté la troisième équipe, on était deuxième au classement. Puis là, en fait, j'embarquais avec la deuxième équipe parce que eux, c'était comme tiers, genre le bas tiers, on va dire, du ouais. classement. Donc, ils n'étaient pas bien placés. Puis en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de joueurs de la première équipe qui ne jouaient pas, qui se faisaient envoyer à la deuxième équipe. Et les gars, ils ne voulaient pas jouer en deuxième équipe parce que là, il n'y a pas d'argent, puis ça ne marche pas Mm. très bien. Donc, du coup, c'est eux qui baissaient le niveau de cette équipe-là. Donc, moi, je suis arrivé dans cette équipe-là, puis tu sais, j'étais comme, OK, je ne veux pas me laisser faire. M'en fous, t'es de la première équipe. Moi, je suis là pour jouer au soccer, je m'amuse, puis je prends plaisir. Puis, tu sais, l'entraîneur, il m'avait gagé qui est comme, laisse-moi faire mes affaires, m'amuser Mhm. toutes les fins de semaine, mais sache que comme game day, comme je serais bon, là, je serais peut-être pas totally fresh, mais je suis bon. Donc, on jouait, puis tu sais, on commence à monter, puis là, dès qu'on prend de moins en moins de buts, puis moi, je suis défenseur central, donc pour moi, pas prendre de buts, c'est comme ma fierté, là, tu sais, Mhm. c'est comme, si on me marque pas, j'ai fait ma job, aller marquer les buts devant, mais si on prend pas de but, pour moi, c'est comme, Mhm. c'était that's it, là. Fait qu'on commence à plus prendre de buts, puis au fur et à mesure, on monte, puis on se retrouve dans le top tiers donc, du classement. Et ça se passe très bien. On finit la saison, je pense qu'on a fini la saison genre quatrième, puis tu sais, je pense que j'étais arrivé, on était genre 12 ou 13e. Là. Fait que, on a quand même bien remonté. Puis là, rendu la fin de saison, l'entraîneur de la deuxième équipe vient me parler, puis il me dit, OK, ben, la première équipe veut te prendre pour la préparation d'été, pour t'offrir le contrat, pour jouer cet été avec la première équipe. Et là, j'étais comme, oh, wow. À travers tout ça, rendu genre quasiment janvier, j'avais fait la connaissance d'un de mes amis, un de mes très bons amis qui était aussi joueur de soccer. Puis en fait, lui, il m'a quasiment suivi dans la deuxième équipe, c'était le goaler. Donc nous, on était toujours ensemble, on sortait tout ensemble. Puis c'était le goaler, moi j'étais le défenseur. Puis comme on allait en paire. Et lui aussi, il montait avec la première équipe. Mais lui, il voulait partir au Québec jouer au football. Au soccer, excuse-moi. Lui, il voulait jouer au soccer là-bas. Puis il me dit, oh, viens, on bouge l'année prochaine, on s'en va au Québec et on va jouer au soccer. Et moi, dans ma tête, je suis comme, oh wow, c'est vrai que ça pourrait être quand même très cool, genre, de faire ça. Fait qu'on commence à se renseigner. Puis là, à cette époque-là, c'était l'Université de Sherbrooke qui était très intéressée. C'était comme le hotspot pour faire venir des joueurs européens à l'Université de Sherbrooke. Donc là, j'étais comme, ah, OK, ben, ça peut être quand même très cool de faire ça. Donc, on continue à jouer nos games tout en s'inscrivant pour se préparer à aller à l'université à Sherbrooke. J'avais envoyé toutes mes inscriptions puis tout, là, c'était malade. J'étais prêt à aller à Sherbrooke cette année-là. Mm. Donc, je m'en vais. On fait les préparations. Moi, en même temps, je faisais la préparation pour la première équipe. Et en fait, moi, je recherchais des équipes de football, en fait. Donc, dans ma tête, c'est comme si jamais je m'en vais jouer à l'Université de Sherbrooke, c'est sûr je fais un try-out pour l'équipe de football aussi. Mm. Tu sais, dans ma tête, c'était ça. C'était comme, c'est sûr je vais faire l'équipe, puis ça va être chill. Là. Donc, on avait préparé tous les papiers. Et je pense, si je me trompe pas, c'est genre comme le fin août, mi-août ou fin août de 2011, où je reçois un appel du Québec. Puis moi, en fait, excusez, c'est vrai, j'avais envoyé comme des mails à toutes les écoles universitaires pour venir jouer au football. Puis il y a beaucoup d'écoles qui me répondaient, est-ce que tu es un LIT, est-ce que tu es un LIT. Donc quand j'essaie d'appeler mon ancienne école dans l'Ohio pour leur demander, est-ce que je peux avoir un light tape? Mon head coach s'était fait fired et il y avait un nouveau head coach qui est arrivé. Puis le gars, il me répond, il me dit, hey, ben, tu sais, tu te reviens pas ici? Je suis comme, ben non. Il me dit, pourquoi est-ce que je te ferais un light tape et pourquoi est-ce que je perdrais genre 1 heure à te monter un light tape étant donné que tu viendras même pas ici? J'étais comme, oh
OK. Donc, tu veux juste tuer ma vie, là. Wow, non, c'est ça, là, yo, il y a la Ouais, haine. c'était chiant. Ouais, c'était chiant. Mais en même temps, je le comprends parce que, tu sais, pourquoi est-ce que tu vas investir du temps pour faire recruter quelqu'un d'autre autre part? C'est Je ça. comprends, là, tu sais. Ouais. Aujourd'hui, à le regarder, je peux comprendre, là. Fait que, dans le fond, j'appelle mon ancien head coach, puis comme, yo, coach, qu'est-ce qui se passe? Nanana, il me dit, OK, check, regarde, si jamais il y a quelqu'un qui est intéressé pour te faire venir, dis-leur de m'appeler. Puis, genre, je leur parlerai de toi, puis il n'y a pas de problème. Fait que j'étais comme, OK. Fait qu'il y a beaucoup d'écoles qui m'ont dit, ah non, on n'a pas la LT pour toi, on n'a pas ci pour toi, on n'a pas de place pour toi et tout. J'étais comme, OK, c'est chill, pas de problème. Puis là, Glenn Constantin qui me répond, bon, mais tu sais, on voudrait voir qu'est-ce que tu as, puis tu sais, on serait prêt à t'offrir une opportunité de venir essayer de faire l'équipe. Je suis comme, ouais, déjà, on a touché quelque chose. Ils me disent, est-ce que tu as une vidéo? Je suis comme, j'ai pas de vidéo, mais j'ai un numéro de téléphone qui peut te donner mon ancien head coach. Puis il te racontera qui je suis, quel type de personne je suis et tout. Fait il me dit, OK, pas de problème. Puis j'envoie le numéro de téléphone. Puis là, je me rappelle, c'était fin juillet. Je reçois l'appel de Glenn qui me dit, OK, ben, tu sais quoi, prépare-toi, tu vas venir au Québec pour essayer de faire l'équipe et tout. Fait que moi, dans cette semaine-là, début août, je devais aller signer en fait mon contrat avec la première équipe. Parce qu'en fait, j'avais fait toute la préparation, tout s'était bien passé. Puis eux, ils m'ont appelé pour venir faire comme l'offre de contrat. Puis j'étais comme, all right. Et dans le fond, ben, je suis parti genre le 5 août, puis je suis jamais revenu, j'ai jamais signé de contrat, j'ai bounce. Ouais. Ouais. Tu es un peu ghost. Ben, totalement, même. Pas un peu, totally. Tu sais, comme pour moi, dans ma tête, c'était genre le football. Il fallait que je retourne à l'école, puis il fallait que je joue au football. C'était ça, comme le soccer, c'était. Tu sais, quand tu connais la game du soccer, tu sais que moi, à cette époque-là, j'avais déjà 20 ans. Je m'en allais faire 21 au mois de novembre. Fait que, tu sais que si jamais il y a vraiment quelque chose de spécial, tu le fais avant. Ça se fait avant, ça se fait pas genre dans la vingtaine où est-ce que tu as fait le party et tout, ça se fait avant, ça se fait genre 17, 18 ans. C'est là où est-ce que les choses vraiment sérieuses, si jamais quelque chose de sérieux pour un avenir, c'est là que ça se fait. Donc, j'avais un peu compris que c'était un peu out. Là. Donc, moi c'était, je sais pas, j'avais quelque chose avec le football qui faisait en sorte que je voulais me retrouver encore dans un locker et me retrouver avec des joueurs de foot. Fait que, rendu là, j'arrive, je débarque à Québec. Je me rappelle, man, j'étais parti avec mon winter jacket. Fait que, tu sais, j'arrive des États-Unis. Je rentre en France. Là, j'arrive au Québec. Fait que moi, je suis dans mon vol pour Montréal. J'ai mon winter jacket, mais c'est le 5 août, OK? Comme c'est sûr, il va y avoir de la neige, ça va être insane. Comme pour de vrai, là, c'était. Je suis en train de survoler, je me rappelle, je suis en train de survoler l'île de Montréal. Puis je suis comme, il n'y a pas de neige, mais c'est sûr, il doit faire comme moins 25. Genre, c'est quoi cette affaire? C'est bizarre, il y a du soleil. Et là, je débarque. Puis je me rappelle, j'avais vraiment comme pris du stock pour genre l'hiver, là, mais en plein été là, au Québec. Et je débarque. Puis en plus, ils nous avaient même pas fait descendre dans le gate. Ils nous avaient fait descendre à pied. Donc en gros, tu marches sur le terre-plein pour arriver dans l'aéroport. Yo, j'avais tellement chaud, j'avais sué ma vie. Ça m'avait marqué parce que j'étais comme, wow, comme, tu sais, c'est quoi on va dire, ton idée d'un pays exact, tu sais, comme on te dit, c'est la neige tout le temps, il fait moins 40, le monde est vif sous terre. Fait que, tu sais, tu dis fuck, c'est sûr qu'il va faire froid. Mais finalement, ben, tu sais, je débarque, je me rappelle, après ça, je prends l'avion, je monte à Québec, j'arrive à Québec, et là, je fais la connaissance de Dwayne Jones, qui était mon OC. Puis il était venu me ramasser à l'aéroport. Mais moi, à la base, je vois Dwayne, puis je me rappelle, puis probablement que lui aussi doit se rappeler, puis moi, je le check comme si c'était un joueur. Yo, what's up, tadada, et tout. Fort-moi, yo, t'as une belle auto, tu sais. Là, on monte dans la voiture et tout. Je dis, ah, c'est cool, c'est quoi ta position? Puis là, il me dit, ah, I'm your OC. Là, je suis comme, oh, wow, ok, my bad, damn. Tu sais, comme dans ma tête. Trop à l'aise, là. Ouais. Moi, je pensais que c'était un joueur qui était venu chercher. Mais tu sais, tant mieux pour lui, là, c'est là qu'il paraît jeune. Et là, dans le fond, ils me laissent m'installer. Le lendemain matin, ils me disent, bon, ben, il va falloir que tu viennes au terrain, puis qu'on veut te tester. Puis, tu sais, de ce que j'avais compris, c'est qu'ils avaient eu à cette époque-là, à Laval, ben, Chris Milo était là l'année d'avant. Puis lui, il était entre le draft et il ne savait pas s'il allait se rendre à jouer à Saskatchewan. Si je ne me trompe pas, c'était Saskatchewan. Ou s'il est resté pour faire sa 5e année. Donc, il y avait ce dilemme-là. Puis, ils avaient fait rentrer 2 botteurs au cas où que Chris s'en allait. Mais il y en a un qui avait quitté après le camp de Floride. Et l'autre, il était encore là. Donc, en gros, c'était comme possiblement, on allait être 3 ou 2 botteurs pour l'année 2011. Donc, il s'était venu, puis je sais pas, il y avait comme une affaire avec attraper la balle qui
je sais pas, il y a dû y avoir quelque chose parce que eux, leur focus était comme est-ce que moi je suis capable d'attraper un snap? Puis c'était vraiment bizarre pour moi, mais dans le fond, coach Brad Collison, qui est rendu le head coach à Concordia maintenant, il vient me voir le lendemain matin, il me dit bon, ben, tu vas venir avec Mace, qui était le special team coordinator. Il me dit tu vas venir au terrain, puis on va te faire des snaps, puis on va voir si tu attrapes la balle. Puis je dis ok, ben, c'est pas un stress, là, attraper un ballon, c'est pas un problème. Là. Fait que pendant quasiment, je te jure, là, c'était fou. Pendant 45 minutes, j'ai Brad Collison qui fait juste m'envoyer des snaps, mais j'ai pas tapé une balle. Tu sais, moi, dans ma tête, j'arrive, c'est le try-out de ma vie, là. Puis il me fait juste snapper. Puis je suis comme, waouh, ok. Je suis comme, est-ce que je peux taper dans la balle à un moment? Il me dit, non, on veut s'assurer et tout. Je suis comme, ok, c'est bon. Au bout de 45 minutes, je suis comme, ok, maintenant c'est bon. J'ai juste pris la balle, il me snappe la balle, puis je fais juste. Puis je me rappelle parce que il y avait des joueurs, donc des gars de Laval, qui arrivaient, qui venaient de finir leur gym. Donc, eux, c'était sur le bord de terrain. Puis j'avais capté que ça, c'était des joueurs. Puis j'étais comme, OK, là, il faut que tu montes la marchandise. T'es pas une joke, là. Fuck this, let's go. Ouais. Le premier step qu'il m'envoie, j'envoie. Puis, je tape dans le ballon. Puis là, les gars, c'était chaud. Puis, tu sais, je me rappelle Brad, puis Mike, se regarde. Puis, c'est comme, OK, we got a good one. Puis, je me rappelle, c'est juste ça qu'ils ont dit. Puis, tu sais, ils m'ont même pas laissé botter. On dit, OK, c'est bon. Puis, ils sont juste, c'est comme c'est fini. En fait, j'ai attrapé genre 45 minutes de snap, je tape une fois la balle, puis c'était comme, OK, c'est bon, c'est fini. J'étais comme, all right, OK. Une façon de voir les choses, mais c'était chill. Ouais. Là, on arrive à la balle, puis tu sais, ce soir-là, même, tu sais, c'est fou parce que je suis en train de t'en parler, mais tu sais, j'ai comme des flashs, puis tu sais, c'est 2011, donc c'est quasiment il y a 10 ans, là, tu sais, mais j'ai l'impression que c'est hier. Il y avait une couple de gars qui étaient sur le bord de terrain ce jour-là, qui me disent, OK, viens avec nous. Genre, tu sais, je venais d'arriver, j'étais arrivé hier là, de France, et ils me disent, viens avec nous ce soir, on va au Shack, on va manger des wings. À l'époque, c'était le hotspot pour aller manger des wings. Puis tous les gars de foot chillaient là. Donc, en fait, tu sais, les gars m'ont pris sur leur aile, genre, ça faisait même pas 5 minutes que je les connaissais, puis c'est comme, Rich avec nous, ça va être cool. Donc, on était partis au Shack, puis on allait manger des wings. Puis, tu sais, c'était ma première soirée, mais honnêtement, dès le moment où genre, j'ai tapé ce ballon, on va dire même quasiment. Tu sais, c'est comme si j'étais genre leur boss, puis on se connaissait même pas là. Donc, l'accueil que j'avais reçu à Québec était insane. Tu sais, genre, c'est une des affaires que j'ai toujours dit, c'est que je serais toujours redevable à comme la façon dont j'ai été accueilli à Québec. Je veux dire à Québec parce qu'il y a une nuance, mais la façon dont j'ai été reçu à Québec a été excellente. Puis, tu sais, j'en serais toujours redevable. À chaque fois que je peux monter à Québec, et que j'arrive au pont, tu sais, comme je sais pas, je suis extrêmement heureux, puis je sais pas, ça me rappelle des bons souvenirs, puis c'est insane. Tu sais, dans le locker, étant donné qu'on parle de locker, c'était fou, là. Tout ce qui s'est passé, puis ça nous a tellement créé, genre, on était tellement fusionnels qu'on peut tous compter les uns sur les autres. Puis j'en parlais avec ma femme qui est enceinte, puis tu sais, comme, il y a tellement de tes amis de foot. Puis tu sais, c'est fou parce qu'on parle de foot genre universitaire, donc ça fait plus de 5 ans maintenant, ça va faire 6 ans, que je sais que je peux appeler puis être comme, yo, j'ai besoin de toi, il faut que tu reach maintenant. Puis le gars, probablement, whatever qu'il fait, il va juste drop, il va juste venir aider, tu sais. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tu ne trouves pas de partout. Puis dans le football, je trouve que tu le trouves beaucoup. Et c'est une des raisons pourquoi est-ce que j'aime beaucoup le football, c'est que chaque personne est vraiment... on est obligé de compter les uns sur les autres. Chaque personne doit faire sa job pour pouvoir exécuter un jeu. Et dans le fond, tu peux pas tu peux pas te soucier du gars à côté de toi que il va peut-être chier ça. Il faut que tu saches, OK, je peux y faire confiance les yeux fermés. Puis tu sais, tu peux le relayer dans la vie, ça. Puis je trouve que c'est une des trucs que je trouve vraiment spécial dans ce sport, c'est que on peut tous compter on compte tous les uns sur les autres, mais les yeux fermés, sachant que yo, je suis là si jamais il y a quoi que ce soit. Et je trouve que ça, c'est extrêmement spécial. Et les gars de Laval, genre, je sais que je peux appeler beaucoup de gars à travers mes 4 années, à travers les 4 années que j'ai fait à Laval, que je peux appeler, puis je sais qu'ils seront là sans problème, puis c'est insane. Ah, c'est fou. Donc ça, c'est mes 4 années. J'ai gagné, on a gagné 2 coupes Vanier. On a perdu. En fait, moi, dans ma génération, en fait, on a perdu la première coupe Vanier. On en a gagné back-to-back, puis on a perdu la première fois depuis 10 ans, genre sur le stade à Laval. Donc, je fais partie de la génération mouton noir, mais bon, on a fait un back-to-back, donc c'est nice. Après ça, rendu 2014, ouais, je termine, hein, je te fais juste... non, mais ça, pas de problème. Non, c'est parfait. On se plaint pas, nous autres. L'histoire, pour le vrai, l'histoire est folle. C'est-à-dire, le gars qui part de France, puis, man...
Mais attends, Non, 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 juste, il y a quelque chose que je vais te demander tantôt, là. Est-ce que tu ouais, savais quand tu as commencé à kicker le ballon là, pour la première fois dans le gym, là, ouais. euh, est-ce que tu savais qu'au foot, il y avait un gars que sa job, c'était juste de kicker des ballons? Avant même de mettre les pieds sur un terrain de foot, là. En fait, tu sais, quand tu checkes la télé et que tu regardes le Super Bowl et que tu vois Adam Vinatieri gagner le Super Bowl, tu te dis, OK, lui, là, la pression qu'il devait avoir. Puis en fait, tu sais, je m'étais rendu compte qu'il y avait un gars qui faisait juste ça. OK, OK, tu le Mais savais, c'est bon, c'est bon. c'était pas tant implanté dans ma tête que, tu sais, il y avait vraiment juste un gars qui faisait juste ça, tu sais. Fait que, surtout au football américain, en fait, tu t'emmerdes beaucoup. Parce que le kicker, il n'y a pas Ouais, grand-chose mais à... il y en Ben, a c'est vrai. moins que dans Le le. kicker, il n'y a pas grand-chose à... Ouais, C'est ça. c'était mon autre question Comparé au genre aussi. au football canadien, c'est... Football canadien, tu sais, moi, personnellement, je pense que notre position est considérée comme le quarterback. Ouais, C'est comme un quarterback, mais du positionnement de terrain, là. ouais, Parce que absolument. si on est sur notre A-game, tu diriges totalement le field positioning, puis on sait que le positionnement de terrain dans le Mhm. CFL, c'est une très, très grosse partie du jeu. Donc, Mhm. je trouve que la façon dont on est utilisé dans le football canadien, moi, j'adore la NFL, mais si c'était moi, que c'était les mêmes pays, je resterais au Canada, sans Mais problème. il y en a des fois qui disaient que les meilleurs botteurs, j'avais déjà entendu ça, les meilleurs botteurs sont dans la Ligue canadienne parce que justement, ils sont utilisés plus souvent, tu sais. Euh, Est-ce que toi, tu savais quand tu es venu jouer au Canada, quand tu es venu jouer quand tu es arrivé à Laval, que c'était pas les mêmes règles? Savais-tu que c'était un autre Oh, football? snap. Oh, yeah. Fait Ouais, tu que, savais. c'est vrai, je ne veux pas partir dans les détails, mais c'est vrai que tu me parles de ça. Moi, je me rappelle ma première game avec Laval, c'était contre Concordia. Fait que moi, j'arrive avec l'expérience, on va dire, du football américain. Où est-ce que tu es four down, quand tu arrives pour faire un botté de dégagement, c'est high and far. High and far, puis le gars il va faire un fair catch, OK? Fait Mhm. qu'on m'avait expliqué les règles, mais tu sais, c'est un réflexe que tu as développé, ça faisait quoi? Ça faisait 4 ans, excuse-moi, que je bottais américain. Fait que, tu sais, moi, c'est juste défonce la balle. Mais Ouais. là, tu arrives, puis tu t'en vas à Laval, tu arrives à Laval, on parle de, il faut te kicker dans les coins pour que le retour, pour que toute ton équipe puisse bien couvrir, puis faire un entonnoir, l'enfermer. Et moi, j'arrivais là-bas, puis je faisais un dégagement de 50-55 verges avec 4 ou plus de hang time, la balle elle reste en l'air, puis yo, guys, vous faites votre job après, là, comme venez pas me voir. Donc, ma première année, c'était juste ça, c'était juste des bombes vraiment haute, vraiment loin, puis comme yo coverage, j'ai do your thing. Rendez-vous, Puis ouais. pendant la hors-saison de ma deuxième année, c'est là où est-ce que j'ai commencé à développer puis comprendre qu'il fallait vraiment plus que j'aille taper dans les coins, c'était plus spécifique. Mais c'est vrai que ça m'a pris cette première année-là on va dire, de commencer à comprendre que fallait, le terrain est plus large. Donc automatiquement, si Mhm. tu bottes straight down the hash, le retourneur il a 65 verges de large pour pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, du Mhm. coup, quand tu commences à devoir faire des plaqués parce que tu as botté la balle straight down et que le retourneur il se rend à toi, il faut que tu fasses ton plaqué. Moi, j'aime plaquer, mais ça me fait chier aussi en même temps. Donc, si tu dis, bon, finalement, je vais peut-être le mettre plus dans le coin, puis tous mes gars vont se rendre, puis ça va être plus chill. Donc, c'est là où ouais, je l'ai appris de hard way, celle-là, c'est vrai. Mais je suis pas sûr de penser que les meilleurs botteurs sont. Non, mais ça, Ça sera à c'est de dire. discuter. Non, mais c'est ça. Ben, moi, j'avais entendu ça, mais effectivement, tu sais, je veux dire, c'est quand même un gros C'est deux débat. games différentes. C'est Ouais, deux c'est games ça. différentes, mais je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que je regarde pas assez d'NFL, mais aux dernières nouvelles de ce que je regardais, c'est qu'il y a beaucoup de... les botteurs américains commencent à être un peu plus spécifiques dans le même style de botter que dans les coins. J'ai remarqué que la Ouais. NFL commence un peu plus à botter dans les coins que ce qu'ils faisaient genre auparavant. Et je pense qu'ils commencent à prendre ça du côté canadien, malgré que leur terrain est un peu plus étroit. Mhm. Mhm. Mais tu peux voir qu'il commence à botter plus dans les coins qu'auparavant où c'était juste vraiment genre je botte la balle le plus haut possible, puis on veut un fair catch, puis that's it, that's all, là. Mhm. Donc, je pense que oui, il doit y avoir une certaine empreinte, on va dire, du football canadien qui est en train de se faire passer sur le football américain. Mhm. Tu mentionnais aussi, avant de revenir au Québec, là, avant d'aller à l'université, tu avais envoyé Mhm. des courriels un peu à gauche, à droite à des entraîneurs. Comment tu avais fait le choix des universités que tu contactais, tu sais? Euh,
dans le fond, je suis allé sur le site du CIS, puis je suis allé voir qu'est-ce qui avait les meilleurs records, qui c'est qui avait fait les playoffs. Ouais. Puis j'ai fait ça, puis j'étais comme, yo, moi, je veux pas aller dans une école. C'est vrai. Mon année à TFL a été très tough parce qu'on n'avait pas gagné une game. Donc, je pense qu'on était comme 0-13 ou 0-12. Puis, on faisait que perdre les games, on se faisait exploser. On venait d'arriver dans une nouvelle conférence, puis c'était l'enfer. Mais littéralement, c'était l'enfer. Tu passes de genre NAIA, qui est genre Division 3, puis là, on était passé en Division 2 GLIAC, qui est genre une des top 3 plus compétitives conference aux États-Unis. Donc, en gros, la transition de joueurs n'a juste pas été faite au niveau du recrutement. Fait que nous, on joue avec des joueurs de Division 3. Mais tu arrives avec des gars qui... Moi, j'ai joué avec des gars qui sont partis dans la NFL, qui sont fait drafter dans la NFL. Là, donc, quand tu joues dans la ligue, puis tu as des running backs qui... J'ai oublié le nom du running back à cette époque. Wayne, quelque chose. J'ai oublié son nom. Les gars, il arrivait, il faisait un average de quasiment 200 verges par game de course. Mais, nous, on arrivait, puis on prenait des 68-0. Une fois, j'ai pris un 68-0. J'ai fait 12 heures de bus pour prendre un 68-0, puis rentrer chez nous. Là, c'est totalement wack. Là. Fait que, j'ai quand même appris à perdre, puis d'un coup, j'ai appris à juste gagner. Donc ça, c'était quand même très, très cool. Ça c'était très, très cool à Laval. Mais... locker room. Mais non, mais tu sais, Laval, est-ce que tu trouves aussi, pour avoir joué aux États-Unis, que l'engouement pour le foot à Laval, pas à Laval, à Québec, là, à l'Université Laval, il se rapproche peut-être de ça, là, tu sais, tu parlais de jacket. Puis... C'est la seule université qui se rapproche d'un tailgate. C'est le seul tailgate qu'il y a en fait au Canada. C'est le seul. C'est même pas. Non, mais tu sais, j'ai fait des écoles différentes. Puis c'est sûr qu'il y a du party un petit peu, genre à Western, dans le côté Ontario. Mais quand tu as fait la préparation pour un tailgate à Laval, ce que j'ai eu à faire, tu comprends, tu dis, waouh, le monde, genre. Tu sais, quand il fait même pas encore jour, la game est à genre 13h ou même 15h ou même de soir. Puis que le monde, à 5h, ils sont en train de faire un line-up pour pouvoir avoir leur spot de parking. Tu vois pas de partout, ça, là. C'est pas de partout que tu le vois. Et c'est l'ambiance qu'il y a à Québec, tu ne la trouves nulle part. Je pense que j'ai regardé la moyenne de attendance pour les matchs. De personnes au match, c'est genre, comme, je pense que c'est 7 ou 8 000 de plus que la deuxième école dans le Canada. Là, donc, de base, c'est fou, là. Je pense qu'on a plus de monde à nos games que ce qu'il y a dans les coupes Vanier hors Laval. Je sais pas si ça fait du sens. Tu t'en vas quand même à la finale canadienne, puis il y a moins de monde dans ces games-là que ce qu'il y a à notre moyenne à Laval. Pour un match de saison régulière. Ouais. C'est assez fou. La dernière année à Laval, tu as fait 4 ans à Laval? C'est ça, tu as fait 4 ans? Bien sûr. Fait que ta quatrième année, ton année de repêchage, comment, tu sais, autre que tu as perdu, là, comment toi tu l'as vécu? Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais même de potentiellement être repêché pour aller jouer pro? Tu en as parlé quand le coach, la première fois qui t'a dit « Hey, tu pourrais potentiellement, si ça va bien, là, kicker un ballon, tu peux faire ça de ta vie. » Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu pensais à ce moment-là? Depuis que je suis tout petit et que je puisse y penser, en fait, j'ai toujours... En fait, de partout où quand je vois, tu sais, quand on te dit make a wish ou fais un souhait, mon souhait, ça a toujours été, je veux être un... J'ai toujours dit, c'est ça qui est fou, c'est que j'ai toujours dit, je veux être un footballeur professionnel. Mais à y repenser aujourd'hui, tu sais, c'est fou parce que quand j'étais petit, moi, dans ma tête, c'était un joueur de soccer. Oui, c'était un footballeur pareil, là, mais tu sais, genre, je me suis rendu, mais comme je suis footballeur, mais pas du même sport. Fait que, tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours voulu être pro. C'était une affaire que je sais pas si c'est parce que mon père était pro, mon grand-père était pro, mais comme moi, dans ma tête, c'est genre, je vais être pro, puis comme, that's it, là. Il n'y a pas d'autre option live, c'est être pro, puis après ça, on envisagera. Donc, quand tu arrives à l'avant, en fait, tu as minimum 3 ou 4 gars qui se font drafter chaque année. Ouais.
Donc, tu as toujours ce groupe de préparation au draft qui est toujours de côté pendant l'hiver. Pendant que toi, tu fais ta préparation aussi pendant la saison. Donc, tu t'entends parler des gars, tu vois, tu es là quand les gars se font drafter. C'est cool. Tu te dis, cette dernière année, là, les choses commencent à être intéressantes parce que tu sais que tout compte. Tu as des scouts qui viennent, les scouts sont aux entraînements, donc tu veux show off, tu veux t'assurer de montrer tout ce que tu as. Mais pour moi, c'était assez spécial parce qu'en fait, je le savais dès que je suis arrivé à Laval que je ne me ferais pas drafter. Étant donné que je ne suis pas Canadien, tu n'as pas accès au draft. Donc, du coup, moi, j'étais comme, OK, comment est-ce que moi, je vais me retrouver à jouer pro sans me faire drafter? Parce que je savais que si j'avais été Canadien, probablement que j'aurais été drafté, j'aurais fait le combine, j'aurais quand même bien performé, puis je pense que j'aurais quand même été respectablement drafté. Je pense que quand même un assez bon niveau dans mon année de draft, on va dire, OK? Donc, je savais que je n'allais pas être drafté, puis tu sais, c'était un peu chiant parce que pour moi, j'étais comme, c'est sûr que je peux me rendre à ce combine-là, puis comme à ma position, tout exploser. Moi, dans ma tête, c'était ça, là. J'étais comme, j'arrive pour ma position, c'est sûr, j'ai juste outshine tout le monde qui sera là. Mais malheureusement, je peux pas. Donc, moi, c'est genre dans mes games qu'il fallait que je le fasse. Et dans le fond, ben, tu sais, je me rappelle, je botte à Laval, je botte mon field goal de 48 verges left hash que je manque et on perd la down du monde sur ça. Et tu sais, je me dis, wow, OK, ben, tu sais, est-ce que c'est vraiment genre mon dernier botté à vie? Je veux pas que tu y penses, là. Ouais. Hein? C'est sûr que. Ouais, c'est non, ça. non, mais ça, je te parle après. Moi, le beauté est manqué, on a perdu, célébration sur notre stade. Puis, tu sais, je suis comme fuck. Est-ce que genre, c'est comme mon dernier beauté à vie? Et tu te questionnes, puis là, tu te remets en cause. Puis je me rappelle, j'étais comme, je pense que j'en parlais avec ma femme, puis je disais, tu sais, genre, donne-moi 2 semaines, voir qui c'est qui gagne la Coupe Bonnier, puis après ça, genre, je repartirai à 9, puis tu sais, ce sera forget and done, puis on avance. Et tu sais, finalement, les personnes, le monde qui nous ont battus cette année-là ont gagné la Coupe Bonnier, tant mieux pour eux. Je ne les nommerai pas. Mais s'ils gagnent, cool, whatever. Ils n'ont pas autant célébré, ils n'ont pas eu autant de fun que ce que nous, on a eu dans mes années, ça, je le sais. Mais je rentre en France, donc c'est l'hiver parce que l'école était quasiment finie. Je rentre en France, puis tu sais, je me rappelle sur Twitter, genre, je commence à avoir comme plein de tags d'un coup, mais moi, je suis en France dans ma maison de chasse, puis je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Et je clique dessus, puis là, je vois Boris Bédé a été mis sur la liste de négociation des Alouettes de Montréal, puis je suis comme, c'est quoi cette affaire-là? J'en parle autour de moi, mais tu sais, je suis en France, ça fait qu'on ne connaît pas vraiment c'est quoi qui se passe, donc je cherche les listes de négociations, c'est quoi? Puis là, d'un coup, je vois qu'en gros, mes droits appartiennent aux Alouettes. Donc, je suis comme, OK, donc ça, c'est cool, mais qu'est-ce que ça veut dire? Puis là, tu sais, je reçois un message parce qu'ils ne pouvaient pas me joindre en France. Donc, je reçois un message, je pense, je ne sais plus si c'était par courriel ou par Facebook d'un des scouts qui me dit, hey, voilà, on t'a mis sur la liste, il va falloir que tu prennes un agent pour pouvoir s'entraîner avec nous, pour qu'on fasse une négociation de contrat. Puis tout. Donc là, il faut aller chercher un agent. J'avais mon entraîneur des botteurs à l'époque, Steve Wolf, qui était un des coachs, un des consultants, en fait, à Laval. Je l'ai appelé, puis tu sais, je dis, qu'est-ce que je fais, comment je m'y prends, nanana. Puis il m'a dit, tu sais, moi j'ai un gars qui peut t'aider, puis tu verras pour la négociation de contrat, et je pense qu'il connaît déjà très bien le GM à Montréal, donc tu sais, ça se fera tout seul. J'étais comme, alright, let's give it a shot, on verra bien. Donc j'ai embarqué avec cet agent-là, puis tu sais, il a négocié mon contrat, puis là, finalement, je rentre au Québec, et je descends en février, je ne sais plus quand officiellement, je pense que c'est comme le 8 février ou 9 février pour faire ma signature à Montréal. Donc là, tu te fais accueillir à Montréal, c'est cool, tu sais, je pense que ce qui a été vraiment cool pour moi personnellement, c'est que j'étais considéré comme un Canadien ou comme un Québécois. Donc la signature, malgré que moi je sois français et que je compte comme un Américain sur le ratio, c'est que j'arrivais avec le côté francophone des Québécois. Puis tu sais, je suis quand même allé à l'Université Laval, donc c'est comme si j'étais genre un gars local pour le Québec, pour l'équipe du Québec professionnelle, tu sais. Donc, ma signature s'était très bien passée. Puis, tu sais, après ça, story goes on. J'ai joué 5 ans avec Montréal. J'ai eu des très belles années. J'ai eu des années où c'était dur. Puis, tu sais, j'en ai appris totalement. Puis, tu sais, je pense que on parle de vibe de locker room, mais tu sais, un locker room professionnel et un locker room universitaire, c'est deux choses différentes totalement. Je ne sais pas si les gars en ont parlé dans les previous podcasts, mais tu sais, moi, personnellement, je trouve que un locker room professionnel, c'est pas pareil qu'un locker room universitaire du tout. Non, le locker room professionnel, souvent, tous les gars, ils ont leur propre réalité.
Tandis qu'à l'université, ben, vous avez à peu près toute la même réalité, tu sais. Totalement. Mais pas, tu Ouais. sais, comme ça, c'est la base. Mais je pense aussi que tu peux regarder. Moi, tu sais, tu t'en vas à ta job, là. Mm. Fait que t'as ta famille, tu sais, il y a des gars, ils ont des enfants, ils ont leur maison, ils laissent leur maison pour venir à ce job-là, là. Tu sais, nous, c'était nous les gamins dans le locker, c'est nous qu'on faisait le party, c'est nous qu'on s'amusait. On n'avait que nous à l'université, tu sais. Et on avait nos blondes puis tout, mais tu sais, c'était comme, on était juste fusionnels parce qu'on était tout le temps ensemble, on faisait toutes nos hors-saisons ensemble, on était quasiment 365 jours ensemble. Tu sais, c'est quasiment Mhm. si, genre, je voyais pas, genre, plus mes coéquipiers que ce que je voyais ma femme, et pourtant, genre, j'habitais avec ma femme. C'était quasiment presque égal le nombre de temps que je passais avec mes coéquipiers que ce que je passais avec ma femme. C'est plus pareil, là. T'arrives pro, tu sais, les gars, ils ont totalement d'autres réalités, ils ont d'autres buts. T'en as, ils viennent juste pour faire une année et repartir dans la NFL. T'en as, ils viennent pour le cash. T'en as qui viennent parce qu'ils s'aiment. T'en as qui viennent pour le plaisir, bien sûr. Puis, tu sais, il y a d'autres choses. Puis, on aurait dit qu'à Laval, notre motivation, c'était, tu sais, on avait le but commun, c'est la Coupe Vanier. Puis, en direct professionnel, c'est plus genre, oui, dépendant dans les années dans lesquelles j'ai été. Mettons, l'année dernière, tu sais, on avait plus un but commun. Mais il y a certaines années où est-ce que c'était plus genre chacun fait ses affaires, puis tu sais, on essayait de gagner comme ça. Mhm. Puis c'est pas tant la meilleure recette, là, mais l'année dernière, c'était quand même très nice ce qu'on a fait. Puis tu sais, je pense que je retrouverai jamais le style de locker room que l'on avait l'année dernière. On avait c'était quasiment presque, c'est le plus proche que j'ai été d'une sensation de locker room universitaire. Ah ouais? Ok, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ouais. Non, non, non. L'année dernière, c'était quand même très spécial. Puis je pense que tous les gars qui ont fait partie de cette édition-là te le diront que je pense pas qu'on retrouvera un style de locker comme ça. Qu'est-ce Pour qu'il y avait moi, dans ma tête, de, le style de locker qu'on avait, c'était vraiment que, boum, on s'en allait gagner la Coupe Grey, là. qu'est-ce qu'il y avait de spécial, tu penses? Qu'est-ce que, autant dans l'ambiance, là, mais peut-être dans la préparation, qu'est-ce qu'il y avait de spécial avec cette équipe-là? Parce que c'est vrai, vous avez eu une bonne saison l'année passée. Ben ouais. Ben, je pense que déjà de une, toutes les, tous les obstacles qu'on a eu qu'on a dû franchir au début de saison, que ce soit le renvoi de notre head coach, le renvoi de notre DG, je pense que ça, déjà, ça a fait la différence. Je pense que ça nous a rassemblés parce qu'à la fin de la journée, on était comme, OK, tout le monde se fait fire, puis à la fin de la journée, on est encore là, nous. Donc, tu Mhm. sais, venons, on compte les uns sur les autres. Venons, on reste tight et nous, et tout ce qui se passe au-dessus de nous, ben, tu sais, fuck it. Mais qu'on s'assure que le groupe il reste uni et qu'il n'y ait personne qui soit plus gros que le groupe et juste on fait tous les ensemble. Donc, tu sais, on a commencé, on avait genre le club 5-1-4 qui se donnait genre à chaque jeudi quand on avait comme un hat day. Donc, en fait, chacun, on avait un thème, puis on amenait un chapeau dans le même thème que ce que c'était. Donc, en fait, on faisait le party, c'est moi qui m'occupais comme du décor, en fait, du locker room, puis on faisait comme un nightclub. Puis on avait comme notre entraîneur-chef, il nous laissait comme 15 minutes où est-ce qu'on était comme dans le club. Fait qu'il y avait la section VIP avec les Gatorade, on avait des bouteilles marquées Hennessy, puis tu sais, genre, c'était comme vraiment comme un nightclub. Il y avait un VIP lounge, il y avait un dance floor, puis pendant 15 minutes, c'était comme notre moment. Puis après ça, on s'en allait faire notre walkthrough avant d'aller genre, 48 heures avant la game. Donc ça, c'était quand même très fraîche. Puis tu sais, on avait de la liberté par rapport à l'entraîneur qu'on avait auparavant qui était extrêmement strict, puis il nous laissait rien faire. C'était vraiment tout pour lui. Puis nous, il fallait qu'on suive ce qu'il nous donnait. Puis là, tu sais, Harry, il était plus comme le gars. Yo, OK, c'est bon, je vais venir danser dans votre club. Est-ce que je peux avoir un verre de votre Gatorade? Tu sais, c'était Mhm. cool. Puis, tu sais, on avait une très, très bonne ambiance dans le locker room. Donc, je pense que ça a aidé. Mais, tu sais, on avait beaucoup de characters qu'on connaissait qui se sont greffés au groupe. Tu sais, il y a beaucoup de Mhm. gars, tu sais, il y a beaucoup de high-profile players. De partout où tu vas aller, tu as des gars qui vont peut-être penser qu'ils sont comme plus grands que le groupe. Mais tous ces gars-là, on aurait dit qu'ils voyaient le vibe qu'on embarquait tous ensemble, la majorité de l'équipe. Puis ils étaient comme, yo, ou t'es un Moi aussi. outsider, puis tu sais, on s'en fout Mhm. parce qu'on est tellement dans notre vibe que comme, yo, toi, whatever, C'est fais ça. des shit tout Ben seul, oui. mais gros, tu vas pas avoir de fun, là. Tu vas juste te retrouver tout seul dans ton coin au lieu de venir genre dans le dance club, tu sais. Ouais. Fait comme les gars, ils avaient plus le choix au bout d'un moment, puis je pense que c'est même pas c'était pas par manque de choix, mais je pense que c'est juste qu'ils comprenaient que c'était ça le vibe cette année-là. Et tout le monde a embarqué. Puis, tu sais, je pense que on regarde le parcours, mais il y a tellement de games que c'est juste parce que l'équipe était juste en soudé qu'on a réussi à faire des remontées, qu'on a réussi à gagner des games genre dans les 3 dernières minutes
ou est-ce qu'on était comme on devait perdre ou quoi que ce soit. Donc, tu sais, je pense qu'on était extrêmement soudés. Puis, la cohésion d'équipe a été extrêmement importante dans cette année-là. Et je pense que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a gagné quand même pas mal de games. Mm. Ouais. Est-ce que ça a été pas un choc ou peut-être, est-ce qu'il y a eu une période d'adaptation quand tu es parti de Montréal pour, après ton passage avec les Alouettes pour aller jouer à Toronto? Ah, ben, tu sais, j'y suis encore dans Ouais. cette période-là parce qu'en fait, moi, Ouais, j'ai jamais mis un pied à j'avais joué, Toronto. ouais. Non, c'est ça, c'est ça. Je Ouais. me suis fait échanger. Puis, tu sais, depuis, je suis dans mon appart à cause du COVID. Fait que, tu Ouais, sais, c'est ça, c'est ça. ma vie, elle n'a pas vraiment changé. Là. C'est comme si je suis encore à Montréal pour moi. Là. Tant que je step back, j'ai pas encore, genre, j'arrive pas avec mes nouveaux teammates et tout. Live, on sait même pas si on va une saison. Ben, c'est Donc, vers tu ça, c'est sais, vers ça que je m'en allais aussi, là. Toi, tu ouais. penses Mais en même que, temps, ouais, ben, dis-moi. tu sais, on a parlé à les gars des joueurs pro dans la CFL, puis là, ça faisait un moment qu'on n'avait pas parlé à un, puis, tu sais, veux pas, on le sait, là, que vous n'avez pas beaucoup de nouvelles, là. Est-ce que toi, de la manière que tu vois ça, de ce que tu parles avec tes coéquipiers ou nouveaux coéquipiers, là, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité d'avoir un semblant de saison? En fait, comment est-ce que moi je vois ça? C'est que si jamais il y a une saison, je ne sais pas à quel point est-ce que la bulle va être hermétique. Je ne sais pas à quel point est-ce que Ouais. les infrastructures vont être en sorte que ça va être COVID-free. Et moi, c'est ça qui me fait peur. C'est que, tu sais, on a beau dire ce qu'on veut en ce moment. Est-ce, est-ce qu'on essaie de forcer une saison bâclée juste pour comme perdre le moins de cash possible? Puis moi, c'est ça Mhm. pas qui m'énerve, mais qui me frustre un peu parce que c'est comme, yo guys, vous auriez dû juste, au lieu de nous niaiser tous ces mois-là sans nous donner une communication, si vous auriez commencé à travailler auparavant, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mhm. Et pour moi, la façon qu'ils puissent payer de ce qu'ils ont fait, c'est juste qu'on n'ait pas de saison. Parce que live, je ne sais pas à quel point est-ce que, comme je parlais avec une personne, puis elle me dit, tu sais, ça nous prend à peu près 2 à 3 mois pour préparer un training camp. OK? Fait que là, tu es en train de me dire, tu veux jouer ta saison mi-septembre, de ce que j'ai compris. Et on est quoi aujourd'hui? On est le 7 août, si je ne me trompe pas? Oui. On est le 8 août. Mm. OK? Donc, on est le 8 août. Tu es en train de me dire qu'en un mois et demi, tu vas être capable de monter un training camp pour 9 équipes? Mais c'est pas juste ça, tu sais, en plus, c'est monter un training camp avec des nouvelles procédures qu'il n'y a jamais eu, tu Ouais, sais. ouais. Fait que moi, tu sais, non, mais je parle juste de l'aspect juste d'un training camp de base. Ouais, c'est ça, c'est ça. Comme, tu vas être capable de trouver le nombre de terrains, parce qu'il faut des terrains qui soient quand même agréés pour qu'on puisse jouer dessus. Mhm. Puis en même temps, tu Non, peux c'est pas ça. juste avoir genre, tu peux pas stuffer genre 9 équipes dans le même locker room là, pour que tout le monde fasse leur training camp. Parce que si tu veux vraiment passer le COVID, ben c'est comme ça que tu le fais. T'emplis tout le monde dans le même locker room, puis merci, bonsoir. Mais qu'est-ce que tu penses vraiment que genre on va avoir des pratiques genre, OK, de 8 à 10, c'est Saskatchewan. On nettoie le locker room. De 10 à 12, c'est Calgary, où on va nous shipper dans différentes villes pour pouvoir, on va prendre le bus, sortir de notre hôtel, prendre le bus, puis aller à d'autres endroits. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui manquent. Et moi, je trouve, comme j'adore ce que je fais, j'adore mon métier, mais si c'est rendu pour bâcler quelque chose puis nous mettre à risque, moi, tu sais, en ce moment, j'attends un enfant. Puis est-ce que ça me tente, genre, de partir 105 jours, isolé dans une chambre d'hôtel? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, Moyen. la NFL, ils sont en train tu sais, il y a des joueurs là, qui ne joueront pas, qui ont dit, ben, Yeah. moi, je ne jouerai pas, là. Mhm. Puis, tu sais, veux pas, tu dis, ben, s'il y a des joueurs qui risquent, tu sais, avec les moyens de la NFL qui ont de faire des bulles, puis puis même eux, ils ont peur. Tu te dis, mais c'est ça, est-ce que vraiment même la CFL et les équipes de la Ligue canadienne sont outillées pour faire ça? Ben, c'est sûr que Ben, tu y penses. mais même à ça, la NFL peut racheter probablement la CFL 4-5 peut-être fois. 1000 fois. C'est ça. Ouais, 4-5 fois, j'aurais peut-être Ouais, été non. comme 1000 fois, là, tu sais. ouais. Fait que, tu sais, si tu as des joueurs NFL qui ne veulent pas jouer leur saison,
qu'est-ce que ça veut dire de nous? Tu sais, je regardais vite fait, moi, puis tu sais, je pense qu'il me semble que ça a coûté comme 150 millions. Ça a coûté 150 millions pour la NBA, puis je crois que c'est la NBA, puis la NHL, pour faire leur bulle. Mhm. De base, quand on a la première demande que notre commissionnaire a fait, c'était 150 millions. Puis là, j'ai lu aujourd'hui ou hier, j'ai lu hier, que maintenant on demande genre 34 millions. Ouais. Que je me demande, je suis comme, OK, eux, ils ont réussi à faire une bulle safe avec 150 millions, mais nous, on n'en demande que 34. 5 fois moins, tu sais. C'est Et comme... pourtant, on est genre 5 fois plus dans Ouais, les c'est ça, effectifs. c'est ça. C'est Ouais. ça. C'est pas des équipes à. Ouais, c'est vraiment ça. Fait que, tu sais, Ouais. comme, tu sais, ce débat-là, après, ça peut aller loin. Je sais pas, moi, il y a beaucoup de choses. Tu sais, nous, on est comme les derniers à avoir les infos. Donc, déjà, de Ouais. base, tu sais, on n'en sait pas grand-chose. Puis, tu lis beaucoup les réseaux sociaux. Puis, les réseaux sociaux, tout le monde dit ce qu'il veut, puis ce qu'il pense. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment dommage, déjà, le fait que la Ligue a juste refusé de toute communication avec nous pendant quasiment 2 ou 3 mois pour essayer d'aller faire une requête financière Fédéral. dans l'entre-deux, sans nous en parler, et que ce soit le gouvernement qui leur dise mais où sont les joueurs, où sont les syndicats, pourquoi est-ce que genre Vous venez nous vous vous voir, nous, présentez tu tout sais. seul avec Ouais. cette somme d'argent-là, alors qu'il n'y a personne, genre les joueurs en ce moment, c'est eux qui ne sont pas payés là. Donc, comment ça se Mhm. fait que vous vous présentez avec cette demande-là? C'est pourquoi enrichir les propriétaires plus, alors que votre produit n'est même pas payé depuis le mois de novembre. Enfin, ça, c'est un autre débat qui partira loin, mais tu sais, honnêtement, je sais pas, je sais pas qu'est-ce qui va se passer avec cette saison, mais moi, au plus ça avance, au plus on est short là au niveau du temps, et au plus je me dis à quel point ça va être bâclé cette affaire-là. Ouais, Puis en ce ouais. moment, de ce que nous on nous dit, c'est que les contrats ne sont pas garantis. Donc en fait, s'il y a une épidémie qui se dévoile le week one, tout le monde rentre chez eux, puis that's it, that's all. T'as pas ton contrat. Là. Personne n'est payé. Exact. C'est ça. Parce que il y a la réalité aussi, là, on ne se le cachera pas, là, avec Canadiens, le sport professionnel, c'est des jobs, puis on a l'image de très, 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 très bien payé, mais c'est pas la réalité, Mm-hmm. ou du Yeah, moins la grande réalité des joueurs de la Ligue canadienne. totalement. Je sais pas si tu as parlé à des coéquipiers ou du monde qui ont à la limite peur ou peut-être même qui ne reviendraient pas. Là, si quelqu'un qui se trouve une autre job et qui peut-être ne reviendrait pas au foot, est-ce que vous avez peur Mm-hmm. peut-être qu'il y a des joueurs qui ne reviennent juste jamais à cause de l'incertitude qui Ben, en ce moment? totalement. Parce qu'en plus, en ce moment, c'est ça qu'ils essayent de négocier, c'est que, tu sais, t'as des gars qui vont, tu sais, juste de base, le COVID, si ton système immunitaire, il est pas aussi fort, déjà, t'es déjà à risque. Si jamais Mhm. tu as une faiblesse à quelque part, t'es déjà à risque. Donc, les gars, ils jouent au foot, c'est chill, tu peux jouer au foot, mais est-ce que, peut-être que tu es malade, mais que ça ne t'empêche pas de jouer au foot en ce moment, mais avec le COVID, peut-être que ça va t'empêcher. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a des joueurs qui vont peut-être être obligés de hop-out Mm. juste par rapport à leur santé Mhm. personnelle. Mhm. Mais ces gars-là, ils ne seront pas payés. Et c'est ça l'affaire, la nuance qu'on dirait que personne ne mentionne, mais c'est qu'entre la NFL et nous, les gars qui opt-out pour Ils sont raisons payés. sanitaires ou ils sont payés. Et nous, on n'a pas une cente là. Si tu vas pas, moi en ce moment, je ne sais pas si ça me tente de partir possiblement dans un nid avec une possibilité d'épidémie de COVID, puis revenir ici avec un nouveau-né. Parce que Mhm. Ouais. Ouais, c'est c'est ça. c'est risky tout en sachant que de toute façon, j'y vais, je joue une semaine, il y a une épidémie, je mets ma famille à risque, je ne suis pas payé, ou je fais juste opt-out, je reste avec ma famille, puis je ne suis pas payé. Ouais, Mm. c'est ça. Puis tu prends pas le risque aussi. Ouais. Exact. Mhm. Ah, c'est fou. Donc, tu sais, il y a il y a plein de choses qui rentrent dans l'équation, mais tu sais, c'est intéressant. Là. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous donner parce que je trouve que c'est. Ils nous ont mis dans une mauvaise situation. Et ils se sont mis aussi dans une mauvaise situation. Puis en Ouais. ce moment, ben, à la fin de la journée, eux sont toujours payés. Et encore une fois, c'est con, hein. C'est sûr que je reviens à la valeur monétaire, mais tu sais, on travaille là, pendant la saison pour Non, se préparer pour ouais, ouais, une saison. Puis en absolument. ce moment, on est week 9, puis on n'a pas touché une scène depuis novembre, là, pour la Mm. plupart du monde. Ouais. Donc, qu'est-ce que nous, on est supposé faire? Juste chiller, puis tu sais, vivre d'eau fraîche? Ouais, Non, c'est ça. ça n'existe pas, ça, là. Ça n'existe pas. Ah, c'est rough. Yeah, yeah. Je peux me l'imaginer, ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais qui est le plus difficile de ta position?
Le plus difficile de ma position, je pense que c'est probablement juste de passer de héros à zéro. Je pense que ça va être ça. Tu sais, tu marques le winning field goal, c'est cool, tu es le roi. Tu manques un beauté ou tu manques le winning field goal, ben, il faut qu'on te cote, il faut qu'on te coupe. Malgré, puis moi, tu sais, c'est toujours ça que je donne, puis je pense que n'importe quel botteur va te le dire, ou en tout cas, ça y passe par la tête. C'est que je repense je pense que c'était le botteur du Minnesota, il y a 2-3 ans de ça, si je ne me trompe pas. Le gars, il avait manqué comme 2 ou 3 field goals dans ce game-là, mais la game avait fini genre non, excuse-moi, il avait peut-être manqué juste un seul field goal, mais comme la game a fini genre 9-6 ou 12-6, ou tu sais, c'était que des field goals qui avaient été bottés et qui avaient été marqués. Et moi, dans ma tête, le gars, il avait, c'est probablement genre 9-6 ou quelque chose comme ça. Et le gars, il avait manqué le winning field goal. Je sais plus, c'était pas pour taille, mais en tout cas, en gros, il avait été blâmé pour la défaite du Minnesota complet. Et moi, dans ma tête, je suis comme le gars, déjà, il a marqué 2 field goals par avant, donc il vous a déjà mis 2 bottés dans le point que la offense n'a pas mis. Ouais. Là, moi, je veux blâmer les attaques et les defenses. La defense a pris 12. Mais non, mais parce que c'est ça. Nous, on est comme c'est vrai. Un joueur. Notre position est un petit peu de base, mais tu sais, on est comme la fin du bâton, on va dire, où est-ce que nous, ça passe ou ça casse, mais tu prends le blâme pour tout ce qui s'est passé dans les 4 quarts qui sont passés auparavant. Donc, ton quarterback qui a lancé 3 interceptions, ton DB qui a droppé 2 interceptions, ça, on n'en parle pas. Mais on va se rappeler que le gars, il a manqué le field goal. Ouais, tu comprends? Donc, moi, c'est ça que souvent, j'essaie de réitérer. Puis, tu sais, quand je regarde une game, je regarde réalistiquement. OK, oui, j'ai manqué le field goal. Totalement, je suis d'accord. J'aurais dû mettre en tes poteaux, c'est ce que je dois faire. Mais en même temps, je dédramatise, on va dire, en me disant, yo, mais attends, le receveur, il n'a pas attrapé la balle là. Il y a plein de choses qui arrivent avant que nous, on se retrouve à devoir marquer le winning field goal. Puis, tu sais, j'avais un entraîneur qui me disait tout le temps, tu sais, votre position pour les unités spéciales, vous êtes comme un commando. Quand vous venez, vous tuez tout le monde, le job a été fait propre, on n'entend jamais parler de vous. Dès le moment où il y a un de vos soldats qui se font tirer dessus ou que ça finit mal, le commando, il se fait blâmer. Et c'est exactement comme ça qu'on est, nous. On est là, il faut qu'on soit stealth, il ne faut pas qu'on se fasse voir, il ne faut pas qu'on se fasse voir. On doit faire notre job, puis c'est ça qu'on attend de nous. Puis si ça ne va pas, ben yo, sache que le blâme va te revenir dessus. Mais en même temps, tu sais, tu me demandes, genre, c'est quoi le plus dur, mais en même temps, c'est ça que j'aime, on dirait. Comme si c'était juste trop facile, ben, ça serait pas le fun, parce que là, tu sais que ça passe sous sa casse, c'est tout, là. Et j'aime ce stress-là, on dirait. Je pense que j'ai toujours aimé cette façon-là de juste se faire mettre on the spot. Parce que c'est littéralement ça, tu te fais mettre on the spot, ça passe sous sa case, vraiment. Exact. Donc, tu peux avoir un... Vas-y. C'est juste ça, c'est juste que au fur et à mesure des années, puis en maturité, au début, tu le prends comme un stress, puis après ça, tu le prends comme genre une provocation qui fait en sorte que yo, step up, puis juste mets ton A-game, là, c'est pour ça qu'on aime ça, là. Aujourd'hui, tu sais, peut-être avant, dans mes premières années, j'étais comme, ah yo, fuck, c'est stressant. Et maintenant, je suis comme, yo, bring it on, let's go, mets-moi ce que tu veux, il n'y a pas de stress, comme, fuck it. Je sais, rendu là, genre, ok, c'est bon. Genre, je vois que ça c'est passé comme ça, let's go, maintenant, on s'en va, donne-moi le ballon, puis je vais le mettre dans tes poteaux. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, lequel tu aurais et pourquoi? Un super pouvoir. C'est un choix multiple. Tu n'as pas des answers parce qu'en fait, je ne sais pas. Tu peux t'inspirer des bonhommes Marvel, bonhommes DC. OK. Tu peux t'inspirer de... Tu peux en inventer un super pouvoir, mais ça, c'est du jamais vu. Ben, je pense que la téléportation, c'est quelque chose qui me plairait, moi. Ouais, la téléportation. Hein, t'as l'air à voyager beaucoup aussi, ouais. T'as l'air à te promener beaucoup, ouais. Tu sais, comme live, si je pouvais, je prendrais ma femme, puis en claquant de doigts, je serais de retour en France, genre dans notre maison à la chasse, tranquille, là, tu sais. Avec tout ce qui se passe, genre, je serais de retour avec la famille, parce que, tu sais, ici, on est tout seul. Et, tu vas attendre un enfant, c'est sûr qu'on va lui donner un amour inconditionnel, mais, tu sais, être entouré de sa famille, je pense que c'est quand même assez important, surtout pour ma femme aussi. Donc, je pense qu'en ce moment, ça serait peut-être la téléportation pour juste être capable d'être là. On voit la famille, puis après ça, on se téléporte aux Bahamas.
avec un petit cocktail au bord de la plage, chilling. À l'aise. Puis s'il y a une saison, boum, je refais un petit snap à Toronto, puis je joue ma C'est ça. saison. Exact. Ouais. Je suis d'accord avec ça, moi. Ouais. Est-ce que tu as une routine d'avant-match? Oh boy, je pense que tous les botteurs en ont une. Ouais, non. Ça ressemble à quoi? C'est ce que tu peux Mais en nous fait, dire moi, de c'est ta pas routine? d'avant-match. Moi, c'est 24 heures. Ma routine, elle dure qu'à 24 heures, en fait. Fait que, dans le fond, le jour avant le match, je nettoie toujours mes chaussures. Malgré qu'elles soient archi propres, je nettoie toujours mes chaussures. Donc, c'est toujours la première chaussure, c'est ma chaussure gauche que je ne botte pas avec. Et après ça, je frotte la chaussure magique. Je les nettoie pour qu'elles soient bien shiny. Je les mets dans mon sac pour les amener au vestiaire ou au locker quand notre gars d'équipement s'en occupe. Après ça, j'arrive au terrain. J'essaie toujours d'être fresh to death. Pour être fresh, look good, play good. C'est toujours ça que je me suis dit. Donc, tu te sens bien. Il faut toujours que j'ai une bonne journée. Si je suis à domicile, habituellement, ma femme, elle me prépare des jambalaya pasta le soir d'avant. Bon plat de carbs pour être frais. Si je suis à l'extérieur, habituellement, avec les boys, on s'en va au keg. Je prends un gros rib steak. Après ça, le matin, ben, je me lève. On va dire que j'arrive au locker room. Au locker room, je prépare toutes mes affaires. Donc, j'ai comme mes affaires d'échauffement d'un côté et j'ai mes affaires de game que je mets sur le centre, en fait, qui te donne un centre avec ton jersey. Je mets toutes mes affaires, mes leggings, tout, je mets tout sur un centre. Je mets mes affaires de locker d'un côté, je fais toute ma préparation, je m'assois un peu. Puis ça, je vais faire mon walkthrough sur le terrain. Mon walkthrough, je le démarre toujours du côté de mon locker. Donc, mettons, quand j'étais à Montréal à l'époque, quand j'étais à Montréal, je sortais du locker, je partais toujours du côté du poteau gauche. Je faisais le tour du poteau. Je lance le ballon entre les poteaux. Je le rattrape de l'autre côté. Et après ça, je fais mes drops sur le hash. Jusqu'à ce que j'arrive à l'autre poteau. Je fais le tour du poteau. Je jette le ballon par-dessus le poteau. Je fais encore mes drops. Après ça, je fais mes field goals dans toutes les distances, juste pour comme visualiser le tout. Je finis par mes kick-offs. Je reviens au locker. Je m'assois un peu. Je mange. Je m'hydrate. Je vais à la douche, toujours une douche avant la game. Je prends ma douche et après ça, je me roule et je m'habille pour sortir à l'échauffement, au vrai échauffement avec les équipes. Donc, c'est pas mal ça. Après ça, Ouais, je sais ça pas, ressemble pas mal à ça. moi, je suis supposé être en saison en ce moment, donc techniquement, j'ai des trucs. Mais si, je me mets, en fait, je lis beaucoup sur la psychologie du sport. En fait, il y a une affaire qui disait toujours, c'est think gold. Comme dans ta tête, toujours que tu penses genre or. Or, c'est la première place, c'est la médaille d'or, c'est toujours number one. En fait, j'ai toujours eu ici, en fait, je mettais un point en or à l'intérieur de ma main ici. En fait, juste avant d'embarquer ou pour faire un beauté, à chaque fois, je regarde ça, puis je suis comme, yo, number one, let's go. Be number one. Donc, c'est une des affaires que je fais souvent aussi. Ouais. Ah, c'est bon. Donc, En parlant de ça, justement, est-ce que tu as un livre de sport, pas nécessairement football, mais un livre qui a trait au sport à recommander? OK. Attrait au sport, oui. En fait, je pense qu'on se l'est tous passé à Laval. Mais moi, je n'étais pas tant dans la lecture mes années de Laval. Et en fait, c'est à partir de ma deuxième année, quand j'ai eu une très, très mauvaise année, en fait, football-wise. Et en fait, c'est le quarterback de Ottawa à l'époque qui est rendu quarterback maintenant de Edmonton, Trevor Harris, qui est venu me voir. Puis, tu sais, il m'avait vu l'année d'avant. Puis, tu sais, j'avais eu une excellente année, ma première année. Et il m'a dit, tu sais, j'ai eu un passage aussi où est-ce que j'arrivais pas à lancer les slants. Il me dit, tu sais, c'est tout con, mais les slants, pour moi, c'est supposé être de base, puis j'arrivais pas, j'avais un blocage mental. Puis, tu sais, il m'a dit, j'ai lu un livre qui m'a quand même beaucoup aidé, puis je pense que dans la situation dans laquelle tu es, je pense que ça pourrait t'aider. Puis, tu sais, j'en avais déjà entendu parler parce qu'il y a des gars de Laval qui l'avaient lu aussi, mais Mind Gym. Le livre s'appelle Mind Gym. Et honnêtement, il y a vraiment beaucoup de tips sur comme le côté psychologique, on va dire, et la préparation mentale pour un sportif. Et je le recommanderais à n'importe quelle personne. Puis, tu sais, il est accessible à, genre, si tu es un jeune sportif, si tu es universitaire ou si tu es prêt à être pro ou si tu es professionnel, il touche quand même à tous les niveaux. Puis, je l'ai trouvé excellent, ce livre. Donc, si j'avais un livre à recommander, ça serait le Mind Gym. Est-ce que tu as... En fait, quel est ton championnat préféré? Le soccer? Non, de football. Ben,
Le championnat que tu as gagné plutôt. Quel championnat que tu as gagné que tu as préféré? Oh, OK, ma bad. Je pensais que tu me Ouais. parlais comme en conférence. Je suis comme, Ah ben, il y non, a c'est la ça, NFL puis la exact. CFL, la tête, là. C'est OK, moi ma bad. c'est moi qui s'est mal OK. exprimé. Non, non, non. Ben, la coupe Vanier 2012, for sure. Ouais. Coupe Vanier 2012, on avait eu une excellente année en 2011. On arrive à la Coupe Vanier 2011. On perd cette Coupe Vanier en triple ou double overtime. Cette défaite-là, elle avait été crève-cœur. On fait toute la saison, on se prépare, puis on est comme, OK, on va aller smash. Parce que McMaster était undefeated cette année-là, puis il s'en allait pour faire le double. Fait que nous, après, on avait été undefeated cette année-là, puis on retombe contre McMaster à Toronto, donc chez eux. Et c'est la victoire la plus magique. Et malgré que j'en ai gagné une après à Québec, qui était superbe aussi, mais cette victoire-là à Toronto, elle était, pour moi, c'est la plus belle finale que j'ai eue, parce que c'est un de mes plus beaux matchs aussi, donc c'était juste excellent. En quoi est-ce que tu crois? Moi, Bonne Bonne réponse. c'est Dieu aussi, for sure. For sure, Ouais. Dieu, mais je crois en moi. On a parlé de championnat préféré. Est-ce que tu as une partie préférée à laquelle tu as participé? Je pense que je pense que au niveau d'importance, je pense que je te redonnerai encore la game contre McMaster en 2012. Mais je pense aussi à la game qu'on a eue l'année dernière, qui avait quand même été très bonne, avec la plus grande remontée en fait historique des Alouettes contre Winnipeg. Ouais. Parce que cette game-là aussi a été quand même cool. Puis j'avais une excellente game, et le vibe dans le stade était insane. J'avais jamais vu ça. Ça faisait un moment que j'avais pas vu ça, mais comme là, c'était fou parce qu'on aurait dit que l'équipe et le stade se fidaient. Ouais. Donc c'était genre comme un give-in, puis ça partait, puis l'ambiance embarquait. Il savait, il y avait des moments où il fallait faire du bruit, où est-ce qu'il y avait du vibe, il y avait comme le monde, ils avaient sorti leur flashlight. Je me rappelle parce que j'en reparle encore, puis j'en ai les chills, mais cette game-là était vraiment comme insane, puis avec le comeback, c'était énorme. Quel est le meilleur cadeau qu'on t'ait jamais offert? Mais en fait, je ne l'ai pas encore reçu, mais il devrait arriver d'ici un mois. Donc, la vie, mon fils, qui devrait pas tarder d'arriver, probablement le plus beau cadeau que ma femme m'ait fait. Ouais. Si tu pouvais vivre dans n'importe quelle série télévisée, dans laquelle tu vivrais et pourquoi? Oh shit, ça en est une bonne. Ça c'est pas mal. Je te dirais que j'en ai plusieurs, en fait. Mais pour différentes raisons. Je pense que je te dirais... comment ça s'appelle ça déjà? Mindhunters, pour le côté profilage qu'ils ont eu à cette époque-là et l'accès aux personnes avec lesquelles ils ont pu faire leurs recherches. Je trouve que c'était insane. Donc, c'est ça. Je pense que Mind Gym, j'aurais aimé. Mais en même temps, après ça, je te flippe complètement le script, puis je te dirais genre les Peaky Blinders pour la prohibition. Tu sais, je reviens à quelque chose qu'il ne faut pas faire que... Affaire de gangster. Ouais, mais pas tant le côté gangster même, là. Je pense que c'est plus le côté... si je t'aurais dit gangster, je t'aurais dit power, genre. Envoie-moi dans power ou dans Narcos, là, tu sais. Exact. Mais c'est plus le côté comme intelligence, d'être capable de on va dire, passer la loi, quoi, tu sais, tout ce qui était côté prohibition, puis faire passer des trucs. Je trouvais ça quand même assez cool. J'avais bien aimé ça. Je pense que j'irai avec ça. Je ne me verrais pas vivre dans Game of Thrones. Ouais, la vie un peu trop dure. Il y a des dragons, là, puis il y a des affaires qui crachent du feu, là, c'est correct. Là. Exact. Quelles deux valeurs sont importantes pour toi? Loyauté, je pense que c'est number one. Et je pense que j'irai avec la fierté aussi. Je pense que la fierté, c'est quelque chose que on ne peut pas te prendre, puis tu n'en as qu'une. Donc, je pense que sois fier et sois loyal aussi. Je pense que c'est peut-être les deux que je mettrais, ouais.
Est-ce que il y a, en fait, c'est sûr qu'il y en a un, mais est-ce que tu peux nous parler d'un coach qui est mémorable pour toi? Euh, tu sais, ouais, je pense que, tu sais, ben pour mon expérience personnelle, Mhm. je pense que, je te dirais, le club de Laval a eu une très, très bonne influence sur moi. Donc, Mhm. automatiquement, je descendrais, pas par défaut, mais par défaut sur Glenn, qui était notre entraîneur-coach. Mais tu sais, il a été là pour m'accueillir, il m'a accueilli, il a été très dur sur moi aussi. Ça, je ne l'enlèverai pas, mais je pense que c'était pour les bonnes choses pour me rendre ce que je suis aujourd'hui. Et je pense que Glenn et Brad en fait, à l'époque, ils travaillaient en duo. Et Brad Townsend, mais je pense que ces deux personnes-là ont été de très, très bonnes influences pour mon parcours universitaire et la personne que je suis devenu aujourd'hui. Est-ce que quelle personnalité publique, ça peut être dans les sports, ça peut être dans la politique, ça peut être un artiste, n'importe qui, quelle personnalité publique t'inspire? Hmm. Euh, J'aime bien. En fait, j'ai appris à le découvrir il n'y a pas longtemps, mais j'aime bien Lewis Hamilton. Mhm. Je pense que c'est un gagnant, mais je Mhm. trouve que le respect qu'il a envers, et c'est une des affaires que je trouve très respectable en fait, c'est que à la fin de la journée, c'est lui qui a les mains sur le volant. Mais à chaque fois qu'il gagne une course, la première chose qu'il fait à chaque fois qu'il passe la ligne, thank you guys. Merci à l'équipe. Tu sais, je pense qu'il fait comprendre qu'il est redevable à son équipe et à son écurie parce que c'est eux qui montent. Lui, il a le produit final, mais il y a du monde derrière qui l'aide. Tu sais, dans mon sport et dans ma position, c'est très souvent ça. Tu sais, il m'inspire parce que c'est ça que j'essaie de faire, mais très souvent, on voit le field goal, on voit les statistiques que j'ai mis sur papier. Mais à la fin de la journée, il y a un gars qui me lance le ballon, il y a un gars qui attrape le ballon, il y a des gars qui me protègent pour que je puisse faire ce que je fais. Et Mhm. je trouve que c'est une des valeurs, on va dire, de mettre de l'avant plus le monde qui sont là pour pouvoir que tu puisses faire ton travail que toi-même. Et Mhm. je trouve ça très respectable parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui vont être capables de G, mais tu peux pas le faire tout seul. Mhm. En tout cas, dans le sport qu'on fait, tu peux pas le faire tout seul. Puis, il faut Mhm. s'assurer toujours d'être reconnaissant des personnes qui sont autour qui t'aident. Et j'essaye de plus en plus. Et j'essaierai toujours de les mettre toujours de l'avant plus que ce que moi je fais personnellement parce que ces personnes-là s'assurent que je puisse faire ce que je fais. Donc, j'aime bien Lewis Hamilton pour ça. Gars d'équipe. Quel serait un des joueurs les plus underrated que tu as côtoyé? Hey, ça en est une bonne aussi. Hein. Underrated. Ah! Je pense que j'irai avec un de mes très bons amis, en fait. J'irai avec Félix Robert-Lucier. Mm. Je pense que c'est peut-être la définition du couteau suisse parfait. La parfaite définition en fait, du couteau suisse. Tu sais, il travaille extrêmement dur. Il a toujours travaillé extrêmement dur. Tu sais, c'est un de mes très bons amis, mais je l'apprécie beaucoup. Mais il est capable de faire tellement de choses en fait en tant qu'athlète que parfois j'ai l'impression qu'il est comme undermined par rapport à ce qu'il pourrait apporter dans une équipe. Je sais Mhm. pas comment l'exprimer, mais tu sais, il est Mhm. capable de botter, il est capable d'attraper, il est capable de bloquer, il est capable de quasiment tout faire en offensive, à part être all-line et genre quarterback. Mhm. Mm. Mais tu sais, genre, on dirait que parfois, il met pas assez C'est une des affaires, je pense. Après, tu sais, il fait très bien sa job, mais je pense qu'il pourrait être encore plus. Je trouve qu'il est. Même au niveau de son draft aussi, je trouve que les équipes à la CFL l'ont pas respecté. Il aurait dû être drafté plus haut. Ben, ça, c'est mon avis personnel. Hein, mais Mhm. je pense qu'il aurait dû être drafté vraiment plus haut que certaines personnes qui sont sorties avant lui. No Mm. hate sur ces gars-là, là, mais moi, personnellement, connaissant l'athlète, je pense qu'il aurait dû sortir facilement Mhm. first round, mais c'est mon avis personnel. Mm. C'est vrai que c'est un athlète assez incroyable. Yeah. Quel Bon serait le joueur de soccer titre? aussi. Oui, c'est ça. Un athlète vraiment complet. Yeah.
Mhm. Quel serait le titre de ton autobiographie? Puis quel serait le genre de film? Ah, c'est pas mal, ça, c'est une bonne question. Mais en fait, j'avais déjà pensé à ça parce qu'il fallait que je fasse un discours sur mon parcours de vie. Et en fait, moi, comment est-ce que je l'ai vu, c'est que je l'aurais appelé, comment est-ce que je... Le voyage en montagne russe de Boris Bédé. Parce que j'ai eu tellement de hauts, j'ai tellement eu de bas, à droite, à gauche, tu voyages de partout. Je fais en sorte que c'est le produit final, c'est ça, mais je pense que c'est comme ça que je l'aurais appelé, ou que je l'appellerai mon autobiographie. Puis ce serait quel genre de film? Euh, je pense que ça serait un mélange de... je pense que ça serait un mélange de genre... comment ça s'appelle déjà ce film? Ça serait un mélange de genre Any Giving Sunday avec du Hangover et, et genre une petite partie, un côté familial aussi, je pense. Ouais. Je vois le genre. J'irai voir ce film-là, je pense. Moi aussi. Quelle est une des choses les plus difficiles qui a été accomplie ou dont tu serais le plus fier? Dont je serai ou dont je suis? Non, dont tu suis. Une des choses les plus difficiles que tu as accomplies ou une des choses dont tu es le plus fier? Je pense que le fait de savoir que que j'ai toujours voulu être un athlète professionnel depuis que je suis petit, je pense que c'est peut-être une de mes plus grandes fiertés. Mais je pense que aussi aujourd'hui, regardez, j'ai 30 ans, tu sais, commence à être établi quand même. Juste commencer, en fait, elle est déjà, mais commencer et agrandir notre famille. Je pense que c'est une de mes plus grandes fiertés aussi parce que, tu sais, on est parti de rien. On est parti de France et on est venu s'installer au Québec. On a tout laissé en France, surtout ma femme elle avait un travail, elle avait une famille très proche. C'est une fille unique qui est très proche de sa famille, mais on a tout laissé vraiment pour venir ici et poursuivre ma passion. Et je pense que on a fondé une famille, on est très bien où est-ce qu'on est, on n'est pas tant à se plaindre. Malgré que c'est sûr qu'en ce moment, on aimerait bien être genre à la maison de chasse en France, mais la situation fait en sorte qu'on ne peut pas tout contrôler. Mais je pense que juste mon parcours, c'est sûr que oui, c'est une fierté, mais je pense que le plus gros, c'est surtout ma famille. Ma famille directe, en parlant genre nous, moi, ma femme, puis le nouveau-né qui va arriver, puis notre chat qui est là aussi, qui est rapagnolé. Je ne sais pas si vous l'avez entendu aussi, mais ouais, je pense que c'est ça. As-tu déjà reçu un conseil d'un coach que tu mets toujours en application? J'irai avec du... Je pense que en fait, on me l'a souvent dit. Tu sais, je l'ai lu ce matin. C'est Deion Sanders qui l'a tweeté ce matin d'ailleurs. Mais il a dit le football ne t'aime pas. Je pense que je peux l'appliquer dans cette phrase-là, mais je pense que je peux aussi l'appliquer à ma position. Le football ne t'aime pas. Il sera toujours là. Et toi, quand tu seras parti, on t'aura oublié, mais lui, il sera encore là, tu sais. Donc, c'est un peu... c'est pareil pour nous, tu sais. Si tout se passe bien, tu sais, tu seras encore là. Si ça se passe pas bien, tu sais, on t'oubliera. Puis, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs coachs qui en ont toujours parlé. Mais je pense que c'en est un. C'est juste que le football est un sport. Puis, tu sais, il n'est pas là pour t'aimer vraiment. Lui, il fait ses shit. Puis, il passe à travers des décennies, il passe à travers des milliers de joueurs. Puis, il est toujours là, mais ces joueurs-là, oui, t'en as qui sont dans la tombe des renommées, t'en as qui sont qui seront, qu'on s'en rappellera, mais à un moment ou un autre, probablement qu'on les oubliera parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va les surpasser à un moment ou un autre. Donc, je pense que ça serait quelque chose comme ça. Pour conclure, je vais demander de compléter ma phrase. Je m'appelle Boris Bédé et je suis... Ah, mais tu la connais pas? Pas encore. Boris Bédé, botteur de ballon. Mais oui, mais ça, je sais que tu es un botteur de ballon. C'est ça. Je suis Boris Bédé, le botteur de ballon.
On conclut comme ça, Boris Bédé, nouvellement batteur de ballon pour les Argonauts de Toronto. Merci d'avoir pris du temps avec nous. C'est une conversation très appréciée. Puis, souhaite, Pierre, je ne sais pas si tu voulais rajouter de quoi. Non, on te souhaite, ben, tu sais, on s'en est parlé là. On espère qu'il va y avoir une saison, on espère que ça va être sécuritaire pour tous, mais dans le cas, je pense qu'on te souhaite beaucoup de bonheur avec ta famille qui va s'agrandir bientôt. Puis on te souhaite à tout le moins de remettre les pieds sur un terrain de foot le plus rapidement possible de manière sécuritaire. Totalement. J'apprécie. Merci les gars de m'avoir reçu aussi. C'était vraiment cool. Je pense que je parle beaucoup quand même. Ça fait quoi? Ça fait 1h30 là, mais... Non, mais c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Merci beaucoup. Au plaisir les gars.